Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je reçois le podcasteur et stand-upper Guillaume Wagner. Comment ça va? Ça va très très bien, toi? Ça va super. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire le podcast. Plaisir. Je voulais savoir pour commencer, en fait, comment est-ce que tu as vécu ce confinement? Parce que tu n'étais pas super actif sur les réseaux, donc j'ai pas trop suivi comment tu avais vécu ça. Moi, j'ai très très bien vécu ça en fait, le confinement. Je suis quelqu'un de très casanier, assez solitaire. J'ai une famille aussi, mais maintenant, j'ai un enfant de 2 ans et demi. Donc, on a vécu ça en famille. Puis moi, ça fait environ 14 ans que je fais de l'humour. Et c'est tout le temps. Je sais pas combien de spectacles semaine que je faisais, mais c'est probablement 3, 4, 5, 6, 7. En pendant 14 ans, je pense que j'étais un peu épuisé mentalement de tout ça. Moi, je fais pas partie de ceux là, qui voulaient absolument retourner le plus tôt possible. Une petite pause qui tombait bien dans ma vie, je te dirais. Je me suis ressourcé un peu. J'ai travaillé sur d'autres projets. J'ai rechargé les batteries, en gros. Ça m'a fait du bien. Ça commence à te manquer la scène ou ça va, tu peux encore tenir un petit moment? Non, ça me manque pas encore. Je sais pas si c'est inquiétant, en fait. Je pense que c'est plus ça qui m'inquiète qu'autre chose. Mais j'ai pensé à ça l'autre jour, puis je me suis dit, oh mon Dieu, quand ça va recommencer, il va falloir que je fasse des répétitions. Je me souviens plus d'aucun de mes textes. Je sais plus du tout ce que je fais sur scène. Il va falloir que je me replonge là-dedans. Ça va être compliqué quand même. Donc, je commence à être nerveux de revenir sur scène, je te dirais, parce que je me demande est-ce que tous mes réflexes vont revenir, la gestuelle, être à l'aise, tout ça, probablement. Là, c'est comme faire du vélo, ça se perd. Mais ouais, ça commence à m'inquiéter un peu. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as déjà des dates fixées pour un retour? Non, aucune date fixée. Il y a quelques petits spectacles là, qui ont recommencé, là, parce qu'ici, la loi, c'est 50 personnes. Dans certaines petites salles, ça c'est possible. Donc, il y a certaines petites soirées d'humour qui ont recommencé, mais j'ai pas l'intention d'aller faire ça tant que c'est dans ce modèle-là, parce que il y a quelque chose de très étrange, de très angoissant, de pas naturel. Puis pour moi, l'humour, c'est quelque chose qui doit être organique et relax. Faut que ça soit détendu pour que tu aies envie de rire. Ouais. Et quand tout le monde est comme ça, et pas certain s'ils ont envie d'être là, finalement, pas certain du contexte, mais je comprends ceux qui le font. Hein, tu sais, tout le monde a besoin d'argent, puis c'est pas tout le monde qui est dans les mêmes situations financières, mais moi, je peux me permettre d'attendre un peu que ça revienne à la normale. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Et moi, samedi, je fais mon premier spectacle et là, c'est masque obligatoire dans le public. Donc, ça va déjà être un concept. Mais pas sur scène, j'espère. Non, pas sur scène, j'espère aussi. Mais ça va être un peu particulier, je pense, d'avoir les rires un peu camouflés par le masque. Il devrait y avoir une énergie là, particulière. J'imagine que les gens vont être vraiment contents de pouvoir sortir à nouveau puis aller voir des spectacles. L'énergie va être décuplée plutôt qu'amoindrie. Mais bon, c'est peut-être moi, cette espèce de contexte-là que en fait, je suis pas certain si tout le monde est responsable là-dedans. On dirait peut-être que j'ai un manque de confiance aux organisations. Bah, j'ai été voir une première scène ici à Bruxelles où ils ont... Là, c'était masque obligatoire aussi, mais j'étais dans le public. Je voulais faire une première étape, d'abord le voir de l'extérieur et après sur scène. Mais c'est vrai qu'il y avait une bonne ambiance et les gens étaient contents de pouvoir sortir. J'imagine. Dans la salle, les gens respectaient bien tout ça. C'est une fois sorti de la salle, un peu moins, mais... Du coup, t'avais pas envie, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup ça. C'est des gens qui faisaient du stand-up en ligne. Par exemple, il y avait le Wi-Fi Comedy Club. Je sais pas si t'as un peu suivi ça. Ouais, j'ai suivi ça, j'ai regardé ça. Comme je te disais tout à l'heure, le stand-up pour moi, c'est quelque chose de très organique. C'est un échange. Moi, j'en ai besoin en tant qu'être humain parce que je suis quelqu'un de très introverti, très timide dans la vie. Je prends pas ma place puis tout ça, puis je recherche pas les contacts humains, mettons. Pour moi, le stand-up, c'est un moyen d'aller à la rencontre des gens, de voir des gens puis de connecter avec eux puis de leur partager mes idées, qu'il y ait un échange. Donc, en ligne, pour moi, c'est pas la même chose, c'est pas aussi intéressant. Puis pour moi, c'est un travail, en fait, qu'il faut respecter aussi, le travail en ligne, de faire des capsules, d'être vlogueur et tout ça. Ça a l'air simple, mais c'est quand même compliqué. C'est un autre métier, c'est pas le mien. On dirait que j'avais envie de le laisser aux gens qu'ils font ça depuis longtemps. Donc, c'est votre moment. Allez-y, faites des capsules. Moi, je vais attendre qu'on retourne au contact humain parce que je pense que c'est là que j'excelle. C'est pas nécessairement ma place. Je pense pas que j'aurais fait ça comme métier si j'avais pas fait de scène, si j'avais pas eu d'autres choix. Je pense pas que j'aurais fait ça, des capsules en ligne. Donc, c'est pas dans mes intérêts, mais il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont faites. Là. Moi, j'en ai consommé quelques-unes. Mais non. En fait, le podcast, pour moi, c'est le plus loin que je peux aller dans ce type de contenu-là. Ouais.
Ok, je comprends. Parce que moi, incapable de faire des vidéos non plus. J'allume la caméra, je suis figé d'un coup, c'est impressionnant. Après ça, moi aussi. Mais du coup, t'as profité un petit peu du confinement, c'est pour faire des épisodes de ton podcast, donc qui s'appelle Wagner. Ouais. T'en es à l'épisode 77 maintenant, au moment où on enregistre en tout cas. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu le podcast pour les gens qui vont écouter ce podcast, je l'espère? C'est dur à expliquer comme podcast parce que c'est pas un podcast d'humour, quoique des fois il y a des humoristes, des fois c'est drôle. C'est vraiment un podcast que j'ai démarré selon mes intérêts. En fait, moi, ça faisait longtemps que je me demandais, je fais-tu une balado ou pas? Bon, c'est comme à la mode, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que je rajouterais quelque chose là-dedans? Je me suis demandé, moi, qui j'inviterais personnellement? Là? C'est qui mes intérêts? Qui j'ai envie vraiment là, de poser des questions? Il y avait beaucoup de gens là-dedans qu'on n'a jamais vus au Québec, en tout cas, dans les médias, sur les plateformes habituelles, même dans les podcasts. C'est tous des gens, ou presque, qu'on voyait vraiment pas beaucoup. Puis je me suis dit, peut-être que je pourrais ajouter quelque chose dans le paysage, à amener des voix qu'on n'entend pas. Dans mon podcast, il y a beaucoup d'intellectuels. J'ai reçu, il y a des historiens, des anthropologues, des sociologues. C'est très varié, des auteurs, des poètes, des artistes en général. C'est que c'est vraiment selon mes intérêts. J'essaie d'inviter aussi des gens qu'on voit pas beaucoup. C'est vraiment niché, je te dirais. C'est pas un podcast qui essaie de plaire au plus large public possible. C'est un podcast qui essaie d'aller en profondeur sur des questions qui m'intéressent moi. Donc, c'est très centré. C'est pour ça que ça, c'est mon nom de famille. Le podcast, c'est très, très centré sur mes intérêts, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Tant mieux. Ça fonctionne bien, il y a beaucoup de gens qui suivent? En fait, il n'y a pas énormément de gens qui suivent. J'ai un bon bassin, mais les gens qui suivent, ils suivent. Ils sont vraiment intéressés, sont impliqués. Tu sais, moi, j'ai un petit Patreon. Les gens, ils peuvent s'abonner là-dessus. J'en ai quand même pas mal pour le genre de podcast que c'est. Tu sais. Je trouve que les gens, ils supportent vraiment bien. En fait, ceux qui suivent le podcast, ils comprennent qu'il n'y a pas ça ailleurs. Ils veulent que ça continue d'exister. Et quand tu reçois des intellectuels comme ça, tu lis un petit peu tout ce qu'ils ont fait ou tu essaies juste d'avoir un livre ou un minimum? C'est énormément de travail. Je reçois des intellectuels des fois. Souvent, je les reçois pour le dernier livre qu'ils ont publié. Donc, c'est plus simple. Je lis ça. Mais quand même, il faut que je lise beaucoup de livres, que je m'informe, j'écoute des conférences. J'essaie d'arriver très, très préparé. Parce que souvent, il y a des invités là-dedans que je suis impressionné qu'ils prennent du temps pour venir me parler. Donc, j'essaie de pas leur faire perdre ce temps-là. Donc, je suis vraiment podcasteur extrêmement préparé. J'ai beaucoup, beaucoup de questions. J'ai un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Là, tu comprends? C'est aussi, ça vient d'un espèce de sentiment d'imposteur ou d'insécurité. Je peux pas croire que je vais parler avec cette personne-là pendant 2 heures. Il faut vraiment que j'aie des questions pertinentes. C'est exactement ce que je suis en train de faire maintenant. C'est parfait. Je pense que c'est la bonne manière de préparer un podcast parce que il y a beaucoup de podcasts plus relax où c'est des anecdotes, on est lousse un peu comme on dit ici. Mais moi j'aime ce qui est un petit peu plus rigoureux. Mettons, c'est ce que je consomme moi personnellement, donc j'essaie de donner ça. Et moi je consomme un petit peu les deux. Je trouve que ça permet de varier un petit peu. Tu peux écouter un sous-écoute où tu vas rire toutes les 3 minutes et après un podcast plus posé, plus long, des sujets plus deep. Ça prend vraiment de tout. En fait, moi c'était ça à la base, je me suis dit les podcasts plus relax, c'est plus drôle puis tout ça, il y en a déjà plein, puis ils font probablement mieux que je le ferais, donc je vais leur laisser ça. Est-ce que dans tes épisodes de podcast, t'as un épisode préféré que tu t'es vraiment fier de cet épisode en particulier? J'en ai beaucoup quand même, je dirais. C'est sûr que pour moi, recevoir l'intellectuel Alain Deneau, c'était quand même quelque chose de très important. Je sais pas si c'est quelqu'un que tu connais, en tout cas, il traversé... C'est peut-être juste moi qui connais pas. Ah non, je pense pas. Écoute, même au Québec, c'est un intellectuel québécois, mais il est pas énormément connu parce qu'on le voit pas beaucoup dans les médias. Mais bon, on voit pas beaucoup d'intellectuels tout court dans les médias ici. Ici aussi. C'est quelqu'un qui a une pensée très révolutionnaire pour moi, qui met le doigt sur les bons bobos. Il est vraiment articulé, très brillant. Donc, pour moi, c'était assez incroyable qu'il accepte de venir à mon podcast. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand il est venu à mon podcast, moi, je le vous voyais parce que pour moi, c'est un grand intellectuel. Tu sais, il dit non, tu peux me tutoyer, puis tout le long du podcast, tu vois que j'ai beaucoup de misère. Le vouvoiement revient régulièrement. Mais ouais, c'est un des bons épisodes que j'ai eu, mais il y en a eu plein. L'historien Laurent Turcot, qui est un ami à moi, c'était vraiment très intéressant. J'en ai eu beaucoup, en fait. C'est ça. Ça, c'est une affaire d'ailleurs, puis toi, tu dois le savoir, là. À un moment donné, on en fait tellement de podcasts, là. Il faut livrer un rythme
qui est incroyable à un moment donné faire le film, mais ouais, je te dirais que les épisodes qui me marquent, c'est souvent ceux, les derniers que j'ai faits. Moi, je suis au début, hein. Je suis à 24 épisodes, j'ai commencé ici en janvier, donc en fait, j'alterne avec des chroniques que j'essaie humoristiques, et après, j'ai essayé avec les interviews d'humoristes, et je suis étonné de voir qu'il y en a comme toi qui me répondent favorablement, donc ça me fait trop plaisir. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en faisant mon podcast, et ça m'a comme redonné foi en l'humanité. Tout le monde dit oui. Moi, peu importe qui j'ai contacté, les gens, ils sont gentils, ils disent oui, ils sont généreux, ils donnent du temps. Même ceux qui sont extrêmement occupés, ah non, je vais trouver un moment, puis finalement, on s'arrange. Donc, vraiment, les gens sont généreux. C'est encourageant. Moi, pour le moment, tous les gens qui ont vu le message et qui ont répondu m'ont dit oui. Pour les autres, j'ai juste pas de réponse pour le moment, mais après, je pense qu'ils en ont un paquet. Surtout que je contacte du coup des humoristes que j'adore et qui sont vachement connus. Et donc j'étais super étonné de recevoir une réponse de ta part et d'Adib avant. Virginie, je la connaissais un petit peu perso, donc c'était un peu plus facile. Mais donc c'est chouette. Je suis trop content de ça. En faisant les recherches, j'ai vu que tu avais fait aussi des épisodes de Comedy Geeks avec Simon Cohen et Simon Gouache. C'est fun à faire ces épisodes où vous décryptez un petit peu des shows d'humour ensemble? Ouais, mais en fait, ça c'est deux amis très proches. On se voit souvent, puis à chaque fois qu'on se voyait, c'est ce qu'on faisait. On parlait des derniers specials qu'on avait vus. Ah, toi, tu aimes un tel. Ah, non, pas moi. OK. Puis on débat, puis on discute là-dessus. Puis les deux sont très opiniâtres là-dessus aussi. Donc, ça faisait souvent des longues discussions. Puis moi, dans mon podcast, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai invité beaucoup d'intellectuels. Puis ça, c'était beaucoup de travail. Fallait que je lise des livres et tout ça. Puis de temps en temps, j'avais besoin de quelque chose de plus relax. Demande moins de préparation, mais finalement, ça demande de la préparation parce qu'il faut que tu regardes les specials puis il faut que tu prennes des notes. Mais pour moi, je le faisais déjà, les regarder. Donc, ça faisait juste en sorte que je prenais des notes, ce que je faisais pas avant. Et que j'ai décidé de faire ça parce que c'est ça, on faisait tout le temps ça de toute manière. Les gars ont accepté puis on l'a fait plusieurs fois. Mais par contre, j'ai abandonné ce type de podcast-là. Je l'ai comme cédé à Simon Gouache qui le continue de son côté d'une autre manière. Parce que moi, j'allais arrêter de faire ça. Parce que moi, je suis rendu à un podcast par mois maintenant. J'ai comme réduit la cadence un peu. Puis, j'avais pas l'intention de continuer ce segment-là. Puis, je lui ai légué. Il a appelé ça face à face à face. Donc, c'est tous les nouveaux invités. Ouais, si vous pouvez aller voir ça, c'est le même concept. Mais oui, c'est vraiment intéressant de décoder, d'analyser en profondeur l'humour parce que j'ai l'impression qu'on le fait pas beaucoup. On le fait en surface un peu, mais c'est un art. Puis, j'ai l'impression pour moi, un spectacle d'humour, un special, comme on appelle, c'est comme une œuvre qu'on peut décrypter quand même, là, comme un film, comme un spectacle de théâtre, peu importe. J'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu personne le faire. Donc, je trouvais ça intéressant d'être dans les premiers à le faire. En fait, j'ai découvert aujourd'hui, donc je t'avoue que je les ai pas encore écoutés. J'étais là, ah punaise, exactement ce que j'aime. Il faut que j'écoute ça. Que d'office commenter des spectacles, c'est un truc que j'aime faire dès que je croise quelqu'un avec qui je peux le faire. Est-ce que vous faites que des specials américains ou vous faites aussi des choses en France? Non, que des spectacles américains parce que faire des spectacles québécois, il y a un petit peu un conflit d'intérêts là-dedans. C'est des collègues, c'est des amis, il y a quelque chose de malaisant là-dedans. On voulait pas s'aventurer là-dedans. On en a discuté longtemps, mais finalement, on a décidé de pas faire ça parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de sens. Pour ce qui est des choses qui se passent en France, en Belgique et tout ça, ça aussi, ça peut... Je connais quand même des gens, donc il peut y avoir un peu conflit d'intérêts là-dedans. Et il y a aussi le fait que c'est vraiment plus difficile pour nous voir vos spectacles. C'est très compliqué si c'est pas sur une plateforme et si c'est pas gratuit sur YouTube ou si on peut pas le télécharger à quelque part. C'est très compliqué. Moi, avant, je commandais beaucoup de DVD parce que j'ai un lecteur DVD qui décode les DVD en Europe. Mais je le fais moins qu'avant. Je le fais encore un peu, mais c'est ça, c'est difficile quand même de suivre ce qui se passe de l'autre côté. C'est mal fait. Oui, mais je le sais parce que moi, je suis énormément ce qui est québécois, mais une fois sur deux, je ne sais pas le voir. Et il y a beaucoup de choses que je ne vois pas, que des Québécois m'en parlent, ou j'ai déjà vu qu'ils en parlent dans des podcasts. Je sais pas les voir moi, ou en tout cas j'ai raté ça. Mais j'ai aussi des DVD que j'ai pris quand je suis allé au Québec, mais moi mon DVD ne fonctionne pas. Tu peux le mettre dans ton ordinateur, si tu as un lecteur dans ton ordinateur. Ah, j'ai plus de lecteur. J'en avais un avant. Il n'y a plus personne qui a ça non plus. Ouais, je comprends. J'ai le spectacle de Mike Ward que j'ai la pochette, mais ça m'est pas très utile. Ça a l'air bon. Mais donc tu suis quand même un peu ce qui se passe en Europe généralement. Le plus que je peux, mais c'est ça
ça, justement, c'est très difficile de savoir c'est qui les nouveaux. Bon, je peux pas aller voir des scènes ouvertes puis découvrir des nouveaux talents, donc il faut que je les découvre par YouTube ou par des amis qui m'en parlent et tout ça. Donc, je suis vraiment pas à jour, en fait. C'est dommage parce que j'essaie, tu sais, mais c'est plus difficile qu'avant. Ça passe par les spectacles gratuits sur YouTube, bien souvent. Ouais. Tu as dit que tu avais des DVD d'humoristes français. De qui tu as? Ça fait quand même longtemps. OK, bon, là, je vais dire quelque chose qui se dit pas quand même, là, mais j'ai beaucoup de spectacles de Dieudonné. Ouais. Ben non, je comprends. Eh ouais, mais j'ai décroché, hein, Dieudonné, mais j'ai quand même décroché plus tard que la moyenne, je te dirais. Je trouve que c'est un grand talent, puis je trouve qu'au travers de beaucoup de conneries que j'ai entendues, même les spectacles où il y avait des trucs qui étaient épouvantables, au travers, il y avait des bijoux, tu sais, il y avait des trucs qui étaient comme « Oh, ouais, ça c'est brillant, c'est bien tourné, c'est bien joué. » Puis je suis pas tout seul, je pense à l'avoir écouté, hein, il a influencé beaucoup de gens. Fait que j'ai beaucoup de respect pour les bonnes choses qu'il a fait, moins de respect pour les mauvaises choses qu'il a fait. Donc j'en ai quand même quelques-uns ici. Autre truc honteux, j'ai les spectacles de Gad Elmaleh, je les ai tous. Je les ai tous aussi. Ouais, ce qui est très dommage. Ouais, surtout la manière que gérait ça, en fait, j'ai trouvé ça dommage. Ouais, toute l'histoire m'a fait du mal parce que c'était mon artiste préféré et celui qui m'a donné envie de faire de l'humour. Donc voir tout ça, voir comment c'est géré, comment il en parle et comment certains s'en foutent en fait. Fais ce que tu veux, copie. Je comprends pas du tout cette réaction de gens qui ne sont pas choqués par ça. Moi, je pense que la bonne manière de gérer ça, c'est arrêter de dire « Ah, c'était une autre époque. À l'époque, c'était plus accepté. J'ai changé. Je vais faire mon propre matériel. » Parce qu'il y a beaucoup de talent. Il n'est pas obligé de faire ça. Il n'est pas obligé d'aller piger dans le matériel des autres. Donc, mais en même temps, ça a l'air d'être pratiquement un tic nerveux pour lui. Il s'est rendu comme intégré dans sa personnalité de voler des choses. Mais ouais, très mal géré ça, le gars. Mais on découvre de plus en plus de choses qui ont été prises. Les langues se démêlent et ils commencent à dire des trucs qu'ils savent, qu'avant on le savait mais on le disait pas. Maintenant ça commence à se dire un petit peu. Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris quand même quand je suis venu faire des spectacles il y a longtemps. Écoute, on parle de 2008-2009. J'étais venu faire des spectacles il y a un petit concours à Bierge. J'ai découvert ça aujourd'hui, ça n'existe plus maintenant. Donc ça fait longtemps. Puis après ça, on avait été jusqu'à Nantes parce que Mike Ward faisait des spectacles là juste pour rire dans le temps. Puis après ça, on avait été à Paris, j'avais fait des petites scènes ou tout ça. Puis j'avais, côtoyé plusieurs humoristes. J'avais fait « Oh mon Dieu, ça c'est du matériel que je connais. Ah ça aussi, ça c'est traduit. » Thomas Sisley, pour pas le nommer, là, bon, il a été nommé dans les copies comiques, mais c'était intégral des choses que je connaissais. Puis ça avait pas l'air de déranger personne. Puis en fait, je sentais qu'il y avait des gens qui le savaient que c'était copié, mais c'était un peu dans la culture, je te dirais. Donc, mais ça a beaucoup changé depuis. Je pense que les humoristes maintenant respectent beaucoup plus cet art-là. Et vous avez l'air de moins en laisser passer, qui est une bonne chose. Là, ça fait évoluer l'art. Sinon, bon, c'est quoi? C'est de l'interprétation. Là. Bah, moi, je suis content qu'en Belgique, à ce que je sache, pour le moment, on n'a pas de vol de blagues pour le moment. C'est surtout français. Mais bon, généralement, pour nous réussir, il faut souvent aller en France. Donc, il y a peut-être de ça aussi. Mais pour le moment, ceux qui ont été épinglés, c'est surtout des humoristes français. Mais ça a fait vraiment une mauvaise pub pour les humoristes français. Parce que la nouvelle génération, elle est un peu biaisée à cause de ça. On leur en parle alors qu'ils n'ont jamais rien pris à personne, pour la très très grande majorité d'entre eux en tout cas. Oui, totalement. Mais ouais, ça change, puis tant mieux. Tu sais, nous au Québec, là, on en a eu aussi, mais on était pas patient, mettons. Quand on le remarquait, on allait le dire à la personne. Si ça fonctionnait pas, on le disait aux bookers, ceux qui s'occupent des spectacles, puis tout ça, le mot se passait, puis c'était pas vraiment possible de faire ça. En tout cas, pas dans la nouvelle génération. Peut-être dans la plus vieille génération, il y en a qui ont pu se faufiler, mais nous, on n'en a pas laissé passer beaucoup. Je crois qu'il n'y a que au Québec où il y a eu des interdictions de salles pour Gad Elmaleh. Dans le reste du monde, il est tranquille. Ah oui, c'est vrai. Je viens de me rappeler, t'as raison. Ici, pour le moment, il est en rodage. J'ai vu qu'il était en rodage sur l'île, donc j'espère qu'il rôde des trucs à lui. J'espère qu'il a compris. C'est ça qui est triste parce que si il y a quelques années, j'avais vu
vu Gad Elmaleh en rodage quelque part, j'aurais foncé le voir directement. Ici, j'ai même pas envie. Je sais pas s'il attire encore beaucoup, hein, sûrement. Je pense que si, parce que moi j'ai vu quelques photos de selfies de gens qui étaient voir leur spectacle, parce que c'est Gad Elmaleh, c'est la grande star. Je sais pas s'il y a eu beaucoup d'influence sur son spectacle, s'il a eu des retombées, mais dans les commentaires, je vois beaucoup de gens qui disent quand même on s'en fout, c'est lui le meilleur. Et ça, j'arrive pas à comprendre ça, mais peut-être juste moi. Ça doit être difficile quand même. Tu grandis avec cette personne-là, c'est ton idole, puis tout ça, puis là, il te déçoit. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui pensent que Michael Jackson est innocent parce qu'il aime la musique, là. Fait que, tout est possible dans la dissonance cognitive. On en a parlé aussi avec Adi, parce que c'est un peu le sujet qui revient d'office dans les podcasts. C'est que au moins, il a eu le bénéfice de donner envie à plein de gens, et ce qui est fait est fait. Et au moins, il a fait du positif par rapport à ça, quoi. Ouais, mais moi, pour vrai, là, j'ai quand même beaucoup de respect pour ce que cette personne-là a fait. Il a fait évoluer le stand-up, là, sérieusement. Même si il a copié beaucoup de choses, cette manière de faire-là, il l'a copié aussi, mais il a amené quelque chose qui était plus avant-gardiste à l'époque. Il a amené une manière de faire l'humour qui était haute puis qui a inspiré plein de personnes. Donc, au final, ça a fait un peu de positif. Je sais que c'est plate dit comme ça, mais c'est quand même la réalité. Non, je suis d'accord. Il a un talent fou. C'est d'ailleurs ça qui est dommage. Je crois que c'est Mike Ward dans un sous-écoute qui disait, mais avec l'argent qu'il a, il pourrait prendre des auteurs géniaux et il y aurait pas de souci. On n'aurait aucun problème avec ça. Se travailler avec des auteurs, c'est tout à fait normal, et il y en a plein qui le font. Mais ouais. Mais comme je te dis, moi, je pense que c'est vraiment une affaire de culture. Je pense que c'était accepté. Puis quand quelque chose est accepté, tu remets même pas en question si c'est bien ou mal. Tu dis, c'est correct, tout le monde le fait. On va revenir sur ta carrière à toi, plutôt que sur celle de Gad Elmaleh. Si ça te va, moi j'aime bien faire un petit retour en arrière et de remonter le temps avec les invités. J'aimerais savoir un peu, quand tu étais petit, est-ce que tu étais quelqu'un de drôle déjà? Comme je t'ai dit, moi je suis quelqu'un de très introverti, très timide, mais dans ma famille, c'est là que j'étais plus dégêné. Donc oui, j'étais le petit clown de la famille. Puis en fait, moi, très tôt, la première fois que j'ai fait rire ma famille élargie, les oncles, des tantes, mes parents, ce sentiment de puissance-là, c'est quand même, c'est les adultes, c'est l'autorité, c'est eux qui disent tu fais ça, tu fais pas ça, puis tu es en train de faire des choses que tu devrais pas, de dire des choses que tu devrais pas, puis ils te laissent un passe-droit parce que c'est drôle, puis là, tout le monde rit, puis il y en a qui ont de la misère à reprendre leur souffle. Tu sais, pour moi, ce sentiment-là, j'ai été accro dès la première fois. Je me souviens, tu sais, je me souviens d'avoir fait rire les adultes pour la première fois. Avec quoi, je me rappelle pas, là, ça devait être à peu près n'importe quoi, là, c'est que j'étais quand même un enfant, là, un très jeune enfant. Mais ouais, ce feeling-là de faire rire des adultes, je l'ai encore en moi, là, j'ai encore ce désir-là. Et à l'école, est-ce que c'était pareil, ou du coup là, t'étais trop timide pour pouvoir montrer que tu étais drôle? En fait, au primaire, oui. Au primaire, à la petite école, oui, parce que j'étais plus à l'aise. C'est quand je suis entré au secondaire, là, c'était plus difficile. Là, tout d'un coup, ça jouait plus rare. Moi, j'étais dans une école où il y avait beaucoup de violence, il y avait des gangs. Il y avait beaucoup de drogue et tout ça, c'était quand même c'était rough. Là. Il n'y avait pas beaucoup de place à l'humour là-dedans. J'ai été à ma place assez rapidement, puis c'est revenu après en sortant de l'école. Ouais. T'as fait quoi comme études après le secondaire? J'ai pas beaucoup d'études. Là. J'ai fait un programme qui était cinéma et communication. J'ai pas fait ça longtemps. C'était quand même intéressant, mais c'était pas ma voie. En fait, j'essaie de trouver un moyen j'essaie de trouver quelque chose qui fait en sorte que je puisse communiquer, justement, que je puisse m'exprimer, mais je savais pas de quelle manière. Donc, j'ai exploré quelques voies. C'est ça, je me suis inscrit en cinéma communication et après ça, en graphisme, parce que je dessinais quand même, puis tout ça. Mais c'était pas ça non plus. C'était pas ce que je recherchais. Donc, j'ai abandonné ça assez rapidement. Je suis parti sur le marché du travail. Ouais. OK, t'as fait quoi? Plein de choses. Je travaillais dans des épiceries, dans des restaurants, sur une ferme. Je fais vraiment toutes sortes de choses. À chaque fois, c'était quelque chose qui revenait sur mon milieu de travail. J'essayais de faire rire les collègues tout le temps. Quand il y avait des pauses ou quand il y avait des petits moments, je préparais des blagues. J'allais les faire aux gens que je connaissais, que j'aimais, avec qui je travaillais. Ça revenait souvent aussi qu'on me disait « Ah, ben t'es drôle, pourquoi que t'essaies pas de faire de l'humour? Pourquoi tu t'inscris pas à l'École nationale de l'humour? » Tu sais, au Québec, c'est comme La Voix, c'est bien populaire. J'ai décidé de le faire. J'ai monté un petit numéro que j'ai été présenté en audition.
Mais en fait, moi, je le faisais vraiment pour pouvoir tasser ce rêve-là, pour pouvoir le mettre de côté, pour me dire, ah, je l'ai fait. Tu sais, j'ai fait l'audition, j'ai été refusé, je peux retourner à ma vie maintenant. Finalement, j'ai été pris. Donc, après ça, j'ai été pris dans cet engrenage-là, puis j'ai découvert que j'avais un talent là-dedans. Donc, j'ai continué. Tu te rappelles ce que tu faisais comme numéro pour le casting? Je m'en rappelle, mais je te le dirai pas. C'était épouvantable. Non, écoute, c'était pas très bon, c'était très juvénile, mais pour vrai, je m'en rappelle pas vraiment. Je me rappelle de un truc que je faisais. Je faisais Michael Jackson, une imitation de Michael Jackson qui est constipé aux toilettes. Ça, c'était comme mon closer. Épouvantable. Croire qu'ils m'ont pris avec ça. Mais je pense qu'ils voyaient que j'avais comme un certain naturel puis beaucoup d'enthousiasme. Donc, on dit il va se développer. Ça, d'ailleurs, c'est une hantise. Ça existe, là. Il y a des cassettes à l'École nationale de l'humour qui contiennent ça. J'ai vraiment peur qu'on ressorte ça à un moment donné puis qu'on monte ça quelque part. Si quelqu'un de l'École nationale de l'humour a cette cassette, vous savez que vous pouvez faire chanter Guillaume Wagner à tout moment. Mais c'est marrant parce que c'est tellement loin de ton style que tu as maintenant. Les années-lumière. Mais en fait, moi, tu sais, j'ai commencé... la première influence que j'ai eue, c'était Eddie Murphy. J'écoutais Delirious chez un ami. J'avais 19 ans. Moi, j'écoutais de l'humour au Québec puis tout ça, puis j'aimais ça. Mais j'avais jamais vu personne qui m'avait vraiment accroché, que j'ai fait comme « Oh mon Dieu, je veux faire ça. » Tu sais, j'écoutais ça, je trouvais ça drôle, je trouvais ça le fun. Mais j'avais jamais vu personne qui m'avait accroché. Et j'ai un ami, il a une cassette, il met ça, puis la puissance d'Eddie Murphy, puis sa manière de se tenir sur scène, puis il y avait rien, tu sais, il y avait juste un micro, il racontait des anecdotes, faisait des imitations, faisait des personnages. J'ai réalisé, ah mon Dieu, sur scène, on peut faire absolument tout ce qu'on veut quand on fait du stand-up. C'est ça que je veux faire. T'sais, j'ai réalisé c'est exactement ça que je veux faire. Mais c'est ça, je pense que cette influence-là dès le départ, un peu de ça dans mes premiers numéros, c'était un peu plus variété, ça, des imitations, beaucoup de gestuels, c'était très physique. Ouais, c'était autre chose. Ah, c'est marrant. Comment tu décrirais ton expérience à l'École de l'humour? Ah, ben, l'autorité, c'est pas pour moi. Donc, c'est quelque chose qui revient souvent dans ma vie. J'ai toujours beaucoup de difficultés avec l'autorité. Donc, ça reste une forme d'autorité quand même si on enseigne l'humour. Donc, moi, je suis jamais le préféré. J'étais un petit peu le outsider, celui qui est dans son coin, qui est dans aucune gang, qui fait sa petite affaire dans son coin, puis qui écoute pas nécessairement ce qu'on lui dit. Tu sais, je suis très frondeur. Mais au final, j'ai réalisé que c'était une force, puis ça m'a beaucoup aidé. Je pense que c'est Jay Leno qui disait ça à un moment donné. Il racontait une anecdote où il donnait des petits comedy workshops, il donnait des petits cours d'humour un petit peu partout. Puis à un moment donné, il était au Texas, puis il donnait un petit workshop, puis il y avait une personne dans le fond de la classe qui, à chaque fois que Jay Leno parlait, faisait comme si c'était stupide puis que c'était les pires conseils. Puis Jay Leno se disait comme, c'est qui lui? Il va être désagréable. Jay Leno disait, j'ai réalisé avec les années que cette personne-là, c'était toujours cette personne-là qui allait réussir parce que ça prend un côté frondeur. Puis cette personne-là, c'était Bill Hicks. Donc Bill Hicks est devenu tout un humoriste. Mais ouais, j'étais ce genre de personne-là, ce genre de personnalité-là. Mais tu sais, un humoriste, c'est à ça que ça sert. Ça remet tout en question, ça suit pas les conventions, ça teste les limites. Donc, j'avais ça en moi assez tôt. Mais est-ce que tu recommanderais l'école à quelqu'un, par exemple? Si je te disais qu'il y avait un humoriste en Belgique qui fait des podcasts et qui se dit tous les ans, est-ce que je m'inscrirais pas à l'école? Est-ce que tu le recommanderais? Moi, je recommande, pour vrai. Moi, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'expériences humaines intéressantes, puis j'ai des amitiés encore que je chéris, qui ont commencé à l'école de l'humour. Tu crées des contacts, en fait, moi, personnellement, moi, je venais de Québec. Montréal, c'est assez loin de Québec. J'aurais pas pu entrer en humour si ça n'avait pas été de l'école de l'humour. Puis juste le fait d'être là, d'avoir l'impression d'être dans le milieu, qu'on m'encourage à écrire, qu'on écoute mes numéros, qu'on me donne des notes, même si je les écoutais pas, les notes, il y avait quand même quelqu'un qui a pris le temps. Ça faisait en sorte que ça m'encourageait à continuer là-dedans. Donc oui, je le conseille. Moi, sans l'école de l'humour, je ne ferais pas d'humour aujourd'hui. Même si ça n'a pas été ma meilleure expérience. Avec quelque chose de contradictoire, mais c'est quand même vrai. Tu te rappelles un peu de la tournée des finissants la dernière année, ce que tu faisais comme numéro? Je me rappelle pas des blagues, mais je sais que ce que je faisais, c'était beaucoup de l'humour d'observation, là, qu'on appelle, c'était beaucoup Louis-José Hood. Le top, c'était une grosse influence. Moi, j'avais un peu une influence aussi de Jerry Seinfeld. Donc, c'était des micro-observations du quotidien. C'est ça que je faisais au début. C'était très consensuel.
visuel, c'était grand public, c'était vraiment l'opposé de ce que je fais maintenant. Et quand est-ce que ton style a changé du coup entre les deux, de très consensuel à ce que tu fais maintenant? Il y a pas de moment exact, mais moi dès le départ quand même, j'avais cette personnalité-là, mais je comprenais que j'étais pas assez à l'aise sur scène, j'avais pas assez de métier pour arriver avec du matériel confrontant, qui met les gens plus mal à l'aise, qui va dans des zones un petit peu plus difficiles. J'avais pas encore assez de métier pour ça. Puis ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut dire. Quand tu commences en humour, la première étape, c'est d'obtenir des rires, là. Peu importe de quelle manière, pour te donner confiance, pour bâtir ton aisance sur scène, ta gestuelle, puis tout ça. Puis après ça, tu pourras amener du matériel un petit peu plus complexe. Mais je veux dire, moi, j'étais début vingtaine, là, mes opinions, c'était pas ce que c'est maintenant. Donc, je me donnais le temps. Je comprenais que un jour, peut-être, j'allais y arriver parce que, tu sais, moi, mes idoles absolues en humour à cette époque-là, puis je pense que là encore beaucoup, c'était George Carlin puis Bill Hicks. Ils sont pas très consensuels, quoi. Ouais, vraiment pas consensuel. Mais je voyais à quel point c'était compliqué faire ça. Fait que je respectais tellement ça que je me disais, je vais pas essayer de faire ce genre d'humour-là tout de suite parce que je suis débutant, là. Je vais essayer de maîtriser ça, la scène. Puis moi, j'avais beaucoup le trac au début. Donc, juste apprivoiser la scène, pour moi, c'était toute une étape qui a duré peut-être 2 ans. Mais donc, quand t'es venu jouer en France et en Belgique, t'avais plutôt ce style plutôt consensuel. Ouais. Moi, je me rappelle d'ailleurs quand je suis venu en Belgique faire le petit concours, j'avais juste 15 minutes de matériel, mais ça prenait 30 minutes de matériel. Fallait faire 2 numéros. Donc, c'était 2 spectacles séparés, donc la demi-finale puis la finale. Et moi, j'arrive en demi-finale avec mon 15 minutes qui est bon, là, le 15 minutes que j'ai. Puis ça a super bien été. Les gens, ah mon Dieu, c'est extraordinaire. Tu vas peut-être être le premier Québécois à gagner ce concours-là. Là, je me rends en finale avec ça et moi, j'avais rien pour la finale. Je me rappelle parce que j'ai fait ça, ça devait être épouvantable. Il va y avoir un peu d'impro en plus là-dedans. Donc, j'ai pas gagné. Mais j'avais pas beaucoup d'expérience. Ah, mais j'ai retrouvé une photo de toi sur la scène du Festival de Bierge à côté de quelqu'un qui tient un carton à noter. J'en ai marre de tenir des cartons, je crois. C'était ce genre-là. C'était le genre de concours. Pour vrai, il y a des numéros là-dessus que j'en parle encore à mon gérant parce qu'il était venu avec moi. Puis on rit encore de quelques trucs qu'on a vus là-bas. Mais ouais, c'était un concours amateur, donc je me rappelle pas des noms. J'ai fait le concours en 2011. Enfin, j'ai fait les castings après, donc pas très longtemps après. Ok. Pas fait les castings de ça. T'étais sélectionné d'office, je suppose. Je me rappelle pas pourquoi. Je pense qu'il y avait comme une entente avec l'École nationale de l'humour, puis eux décidaient qui envoyait, puis ils avaient décidé d'envoyer moi. Je pense que c'était ça. Ouais, parce que c'était la partie concours international, mais quand tu faisais le concours classique, c'était dans une immense pièce et t'avais un jury c'est des personnes âgées qui étaient à 20 mètres de toi. Il y avait pas de musique, pas de lumière, tu faisais ton sketch, il y avait pas de rire, puis tu rentrais chez toi et on te disait si t'étais pris ou pas. C'était particulier. Mais ouais, c'est une belle expérience pour moi. Moi, j'ai découvert à ce moment-là la bière belge. En fait, je buvais pas de bière avant, mais là maintenant j'en bois par votre faute. Donc c'est ce que je retiens de cette expérience. C'est ce que beaucoup de gens retiennent de la Belgique. Et en France, ça s'était bien passé pour toi? Oui, quand même. C'est loin. Tu sais, je me rappelle plus ou moins, mais ouais, je me rappelle pas d'avoir eu de problème. Je me rappelle d'un certain succès. Mais tu sais, moi, si j'allais pas là dans l'espoir de conquérir ou de peut-être m'installer ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour l'expérience. Comme, il y a quelque chose de grisant là-dedans. Moi, je viens du Québec, j'ai l'accent que j'ai les idées que j'ai. Puis j'arrive en France ou en Belgique, puis une certaine connexion qui se fait. Mais c'est ça, j'étais tellement inexpérimenté. J'étais quand même très nerveux, mais ça a beaucoup changé. Moi, je n'ai pas été récemment, mais j'en ai jasé avec plusieurs amis humoristes. À l'époque, les plateaux, comme vous dites, il y en avait pas beaucoup, puis il y en avait beaucoup des très mal organisés. Moi, je me rappelle avoir fait un spectacle, c'était dans un sous-sol, une cave carrément, là, où ça dégoûtait du plafond, où il y avait un micro, mais personne ne le prenait. Tout le monde faisait des espèces de personnages, c'était plus du théâtre, puis tout ça. Là, moi, j'arrive, je fais mon stand-up, je prends le micro, puis là, après ça, les humoristes, ils me disaient « Ah, mais c'est bien que t'aies pris le micro, on n'avait pas pensé. » Mais c'est comme... Et t'es jamais retourné jouer en Europe après? Non. Je pense que j'ai été 2 fois, mais c'était assez collé, en fait. Je pense que c'était 2008 puis 2009, si je me souviens bien.
Mais non, j'ai jamais eu cette intention-là non plus. Moi, s'il y avait eu, mettons, beaucoup de demandes, j'y aurais été, mais s'il y en a pas, j'irais pas créer la demande. Vous en avez déjà assez des humoristes, c'est déjà difficile. Fait que j'allais pas me rajouter là-dedans. Puis je considère que c'est très québécois, ma manière de faire de l'humour quand même, tu sais, dans mes expressions, dans ma manière de penser. Puis je m'adresse beaucoup au public québécois. Tu sais, j'essaie beaucoup d'inclure le public québécois dans leur vision des choses, dans leurs contradictions, ce que je trouve qui fonctionne pas dans leur manière de voir les choses. Si je faisais des spectacles ailleurs, il faudrait vraiment que j'apprenne à connaître le public de cet endroit-là. Puis ça, c'est du temps, c'est de l'investissement et c'est pas nécessairement dans mes intentions. Tu peux m'écrire, là. Ben, moi, je vais t'écrire. Je vais créer un forum pour t'amener en Belgique. Franchement, je pense qu'il y a des choses qui fonctionneraient bien parce que t'as des choses assez générales et tout ça. Bien sûr, quand tu fais des références typiquement québécoises, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de regarder des spectacles de toi et de faire pause, aller voir le référent, me dire ah c'est pour ça, ok, et rire un petit peu en décalé comme ça. Puis il y a beaucoup de référents dans mon matériel quand même, faut le dire. Mais ouais, mais ça aussi ça change, j'ai l'impression. À l'époque, même avoir un accent, c'était pas bien vu. Enfin, on te demandait modifie l'accent. Tu sais, moi je me rappelle, j'avais été à Nantes, puis c'était dans le temps que Stéphane Rousseau était une méga star. J'avais été le voir au Zénith de Nantes là, puis c'était la folie. Mais bon, Stéphane, il masquait son accent québécois. À peu près tout le monde faisait ça. Puis moi, j'avais pas envie. Je trouve ça un peu absurde, en fait. Moi, s'il y a un humoriste français qui vient au Québec puis qui prend l'accent québécois, je le hue, là. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le rapport? Ça n'a aucun rapport. Je sais pas pourquoi les Québécois ont fait ça. Fait que moi, j'avais pas l'intention de faire ça, mais je comprenais aussi qu'il y en a beaucoup pour qui cet accent-là, ça choquait l'oreille puis il y avait de la misère à se concentrer. On est rendu un petit peu plus habitué en Europe d'entendre cet accent-là puis c'est plus ouvert, j'ai l'impression. Ça s'améliore franchement, mais il faudrait que tu en parles avec Virginie qui est venue jouer en Belgique ici et en France. En Belgique, je pense que il y a franchement moyen, on comprend plus facilement parce qu'on a déjà aussi notre accent qui n'est pas ce que les Parisiens diraient du bon français. Mais on se ressemble beaucoup là-dessus. Je trouve qu'il y a vraiment une connexion entre la Belgique puis le Québec. Je l'ai senti quand j'y étais puis à chaque fois que je vois des humoristes belges, puis tu sais, il y a comme je sais pas, il y a une certaine camaraderie. Oui, je pense qu'on a le même ressenti parfois avec je vais dire les Français, mais je pense plus les Parisiens. Ce truc de vous parlez pas correctement, il faut changer votre façon de parler, on n'est pas d'accord avec ça. C'est une petite adaptation pour vous. Mais je sais que Virginie, quand elle était venue jouer, elle avait fait une blague, on avait tous ri dans la salle, elle a fait ah oui c'est vrai, ici vous comprenez. Parce que quand elle l'avait joué à Paris, ça n'avait pas donné la même chose, quoi. Ils n'avaient pas capté. Ouais, je comprends. Mais nous, on a l'avantage, par exemple, au Québec, on en a reçu beaucoup d'humoristes français qui arrivaient en superstar, là, tu sais, prenaient toute la place dans les loges. Là, je parle de Juste pour rire, là. Et après ça, ils vont sur scène et rien, là. Il se passe absolument rien. Fait que moi, ça me dérange pas que tu trouves que mon accent est épouvantable ou quoi que ce soit. En fait, c'est très, très rare des humoristes européens qui sont venus au Québec puis qui ça a bien fonctionné. Dans la nouvelle génération, là, ça fonctionne. Il y en a de plus en plus qui viennent, que ce soit, je sais pas, Farid, Jason Brokers, que j'ai vu, Blanche était venue à un moment donné, ça fonctionnait très bien. Là, maintenant, ça fonctionne. Mais à l'époque, tu sais, nous, je sais pas, Roland Magdan ou je me rappelle de, comment il s'appelle, Jean-Marie Bigard, qui jouait la grosse vedette puis qui était très désagréable, probablement une des pires performances qu'on a vues à Juste pour rire. Je pense pas que ça a été diffusé, en fait. Mais ouais, il y a beaucoup d'égos français qui ont été brisés au Québec, mais ils en parleront pas beaucoup. Bon, après, je pense qu'il y a aussi quelques égos québécois qui ont été brisés en France, assurément aussi. Mais par contre, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de Québécois qui arrivent avec énormément d'ego. J'ai l'impression que nous, on arrive plus où on s'excuse quasiment d'exister, puis on essaie là, que ça fonctionne, puis là, on modifie notre accent, puis on aimez-vous ça, aimez-moi, s'il vous plaît. Là, on arrive plus avec cette attitude-là, j'ai l'impression, quoique, mais il y en a qui ont fonctionné. Je veux dire, Anthony Cavana, on a nommé Stéphane Rousseau. Tantôt, il y en a quand même qui ont réussi à faire une carrière. Puis je disais que je pense que c'est plus ouvert maintenant parce que il y a quelqu'un que je sais pas si tu as entendu parler de Fred Pellerin, c'est un conteur québécois, tu sais, il fait de l'humour mais en même temps c'est plus du conte. Ça a quand même bien fonctionné en France et lui il change absolument rien là. Il garde son parler québécois que même moi en passant je comprends pas tout là, tu sais. Mais ça fait partie du charme puis on dirait que les gens sont prêts à entendre ça, j'imagine. Mais je pense que les Québécois quand ils viennent savent qu'ils doivent adapter alors qu'un Français qui va venir il va adapter rien du tout, je pense. Ouais.
Mais ouais, il faut adapter des mots, bien souvent. Faut adapter des petits mots, mais c'est François Bellefeuille qui le disait dans un podcast de sous-écoute. Il disait que lui, il avait une fois trop adapté. Et du coup, il perdait toute son essence. En plus, lui, c'est un personnage complètement fou, donc ça perdait beaucoup de naturel. Et ça n'avait pas bien donné cette fois-là, quoi. Ah, mais je suis d'accord. En fait, moi, je suis contre ça, prendre un accent et tout ça, pour la simple et bonne raison que ça devient, tu fais un personnage. T'es plus toi-même. T'es plus en train de véhiculer ton unicité, ta personne. Tu sais, pour moi, le stand-up, c'est t'essaies d'être le plus singulier possible dans ta personnalité, puis de véhiculer tes points de vue d'une manière humoristique, mais si tu deviens une espèce de personnage... Moi, en fait, j'ai fait du stand-up en anglais, puis même là, je perds de mon naturel, je perds de ma spontanéité, puis j'ai l'impression que en ce moment, je joue un accent. Là. Je sais pas s'il vient d'où mon accent, probablement de New York, parce que j'ai entendu beaucoup de stand-up de New York. Tu sais, fait que c'est quoi ça? Je suis pas en train d'être moi-même. Je trouvais que ça faisait pas vraiment de sens. Je l'ai fait quelques fois, puis ça fonctionnait bien. Là, tu sais, j'avais des bonnes réactions, mais je me disais, c'est qui? Je suis qui là-dedans? Il y a pas de sincérité là-dedans. Fait que moi, je vais toujours le faire si je peux rester sincère, mais sinon, je suis pas intéressé parce que j'ai une espèce de quête personnelle dans mon humour. Tu sais, j'essaie de me remettre en question, j'essaie d'évoluer en tant que personne à travers mon humour. Donc, si c'est pas possible, ça m'intéresse moins. J'ai vu que tu avais remporté le Nez d'Or en 2010, l'Olivier de la découverte de l'année, le titre de révélation de l'année au Festival Juste pour Rire. Est-ce que tous ces prix-là, ça a vraiment changé quelque chose pour toi ou c'est juste des titres? Ça m'a donné beaucoup de confiance, je te dirais. J'étais le premier là, à remporter tous ces prix-là, là, faire l'espèce de grand chelem tour du chapeau, peu importe comment qu'on appelle ça. J'étais le premier à avoir remporté tous ces prix-là en la même année, je pense, ou un an ou deux de... C'est un an de différence, ouais. J'étais fier de ça, mais en même temps, tous ces prix-là, je les ai remportés à un moment où je faisais encore un peu de l'humour consensuel, je te dirais. Tu sais, maintenant, je suis très dans la confrontation. Je suis pas nécessairement doux avec mon milieu. Donc, il y a des tensions qui ont pu se créer avec mon milieu. Donc, ça serait moins possible aujourd'hui qu'on me donne tous ces prix-là, mais à l'époque, j'étais très consensuel et tout ça. Puis moi, j'ai réalisé assez tôt que, c'est pas tant ça que je veux faire. Tu sais, je plaire à tout le monde et tout ça. Si je plais à tout le monde, c'est que j'ai peut-être pas dit la bonne chose. C'est comme ça, je le vois. Mais oui, ces prix-là, j'étais bien content, j'étais fier, puis ça a comme propulsé ma carrière. Ça a fait en sorte, en fait, que j'ai pu faire ma première tournée, mon premier one-man show cinglant. C'est un peu à cause de tous ces prix-là qui m'ont donné, en fait, qui ont fait en sorte qu'un producteur s'est intéressé à moi, qui a investi de l'argent, puis j'ai pu démarrer cette tournée-là. Mais j'ai vu aussi que tu avais fait, c'est l'émission Les 5 prochains. J'étais étonné de te voir là-dedans. Est-ce que c'est assez télé-réalité, comme ça, un petit peu? Ben ouais, en fait, ça, c'est mon concept. C'est moi qui avais créé c'est une série documentaire sur les dessous de l'humour. En fait, moi, je consomme, je suis un geek, là, comme tu l'as dit, donc je consomme beaucoup d'humour et je consommais beaucoup aussi de documentaires sur les dessous, sur les coulisses de l'humour. Puis il n'y en avait pas eu au Québec encore. On n'avait pas vu vraiment ça. Puis il y avait une conception, une espèce de fausse conception sur l'humour au Québec, que comment ça fonctionnait, c'est que tu allais à l'école de l'humour, tu sortais de là, tu faisais un gala juste pour rire, puis après ça, tu faisais ta tournée. C'était ça. Mais c'est pas ça la réalité de l'humour sur le terrain. C'était aller faire des spectacles dans des petites soirées d'humour, dans des bars, des fois dans des bars très crades, faire des spectacles corporatifs, faire des tournois de golf. Il y a beaucoup de ça en humour au Québec. Donc, on voulait montrer les dessous. On voulait montrer ça à la caméra, montrer des jeunes qui commencent, qui sont pas encore rendus des stars, puis montrer comment on se rend là, à quel point c'est difficile finalement. Fait que c'était vraiment plus série documentaire que... On voulait montrer c'était quoi vraiment l'humour au Québec. Puis je pense que ça a bien fait le travail, puis il y a eu plusieurs saisons après ça. Qu'est-ce que t'en gardes de cette expérience avec les 5 prochains? Ben, j'en garde une amitié avec le réalisateur François Mété, que j'ai eu comme un coup de cœur pour cette personne-là, donc on se parle encore de temps en temps, puis on essaie de faire des projets ensemble. Je dirais que c'est vraiment le genre de truc que moi je pas capable de réécouter à nouveau. Moi, ma copine récemment est tombée sur ces DVD-là. Ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble. Là. Elle avait jamais vu ça. Puis, je vais écouter ça. Puis je dis, non, écoute pas ça. Là, je l'entendais écouter ça de loin. Je me tape ses nerfs. Je me trouve désagréable. En fait, ça m'a fait réaliser que je pouvais poser un filtre peut-être sur ma bouche de temps en temps, pas te dire tout ce qui me passe par la tête, parce que ça reste à la caméra et ça reste à vie. Si ça peut te rassurer, moi j'ai essayé de les voir et j'ai pas su trouver.
Donc, Phew. c'est que c'est quand même bien. C'est très dur à trouver, ça prend les DVD. J'ai juste vu une vidéo YouTube où tu expliques un show que tu avais fait justement dans un tournoi de golf où ça s'est pas très bien passé. Ouais. C'est un spectacle où c'est devenu quasiment une pièce d'anthologie là, où je me mets à crier après les spectateurs. Puis, mais c'est parce que c'était le chaos total. Personne n'écoutait, un manque de respect total. Puis moi, on a beaucoup de manquer de respect à mes collègues. Puis je me suis dit, bah, j'ai rien à perdre. C'est filmé, pourquoi pas. J'ai décidé de décoller et de partir sur un rant sur ces gens-là. Puis ouais, c'est sur film maintenant. Mais ça, c'est bon. Je sais pas si je regrette ou si... mais ça fait de la bonne télévision. Et est-ce que ça, c'était ta pire scène ou il y a eu pire que ça? Ah mon Dieu, oui, il y a eu pire. En 14 ans, je te dirais, on en vit des trucs quand même... moi, je pense que c'est toujours des corpos, là, des corporatifs, des spectacles corporatifs, c'est toujours les pires pour moi. Mais je me souviens d'un spectacle corporatif que c'était vraiment une petite compagnie, il n'y était pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de personnes, il n'y avait pas de scène. C'était par terre. Il y avait à peu près ça de long de fil pour le micro. Donc, j'étais collé sur la console. Je pouvais pas bouger. Fait que ça me limitait les blagues que je pouvais faire parce que j'ai un style des fois un peu physique. Puis les gens étaient très saoul, très amochés, très tôt dans la soirée. Puis moi, je jouais plus tard, puis rendu à moi, écoute, à un moment donné, ça me crie plein de choses. J'essaie de répondre que ça reste convivial, puis dans l'humour. Et là, à un moment donné, il y en a qui trouvent ça drôle de me lancer de la nourriture. On se met à me lancer. Et là, c'est comme, ça, c'est non, là. J'ai arrêté le spectacle, puis j'étais fâché. C'est la première fois que j'étais extrêmement fâché après un spectacle, puis en fait, j'ai quitté immédiatement. J'ai pas parlé à la personne qui m'avait engagé. J'ai quitté, puis j'ai dit on m'envoie le chèque par la poste, puis on m'a payé finalement. Donc, mais ouais, je pense que ça a été le pire spectacle que j'ai fait. Mais j'en ai eu quelques-uns quand même. J'ai fait un spectacle dans une foire agricole. Déjà? On arrive là, puis c'est du foin partout. Il y a des vaches. Il y a une scène dans le fond. Là, je dis mais où est-ce que ça va se passer, le spectacle? Il dit inquiétez-vous pas, ce qu'on va faire, c'est dans 1 heure, on va amener les vaches dans leur enclos. Après ça, on va ramasser les bouses de vaches. Puis après ça, on installe les chaises, puis là, le spectacle peut commencer. C'est comme aïe aïe. Tu fais un spectacle, ça sent encore la bouse de vache, ça sent la ferme, là. Puis, mais ça s'était quand même bien passé finalement, ce spectacle-là, étrangement. Ben c'est bien, j'aime bien écouter les podcasts et poser cette question-là parce que ça m'aide à mettre en perspective. Je crois que le pire truc qui m'est arrivé, c'est juste que les gens riaient pas. Mais ça, c'est très bien, on peut s'en sortir de ça. Hein? Le spectacle d'après, quand ça rit, c'est déjà oublié. C'est souvent les conditions, en fait. Les gens, ils font des spectacles dans des conditions qui pensent mais non, mais c'est des comiques, là, ça va bien se passer, ils vont faire rire, puis tout ça. Maintenant, ça prend un minimum quand même, là. On dirait qu'il y en a beaucoup qui l'oublient. Ouais, mais c'est ça, je suis content qu'en Belgique, maintenant, ça s'est quand même professionnalisé. Il y a des scènes vraiment bien organisées, il y a des comédie clubs vraiment cool qui commencent à se faire, donc je continue, faut venir en Belgique. Ouais, certainement, à un moment donné, quand ça va donner, certainement. Avec ton premier spectacle, donc Cinglant, tu travailles avec Jean-François Mercier, qui t'a fait aussi de la télé. C'est comment de travailler avec lui? Il écoutera pas, je peux le dire. Je me rappelle de nos sessions d'écriture. C'est en gros, là, c'est Jean-François qui parlait pendant 2 heures d'anecdotes, de ses problèmes, de 1000 affaires, sauf du texte. Mais au final, mais il est tellement efficace, tu sais, au final, il me dit OK, ouais, ton texte, faudrait quand même en parler. Ça, t'enlèves ça tu fais ça, tu le mets là. Puis il était très efficace, mais ouais. Les sessions, c'était pas mal tout le temps lui qui raconte ses histoires, là, tu sais. Il travaillait pas beaucoup sur le matériel, mais quand on travaillait, il était d'une efficacité redoutable. Et est-ce que t'as aimé faire de la télé? Ça m'a aidé. En fait, pour moi, la télé, c'est plus un véhicule pour amener des gens dans ta salle. Pour moi, ça sert à ça. Tu sais, moi, j'ai commencé à faire de l'humour, j'ai commencé à faire du stand-up parce que c'est libre, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux. Il n'y a pas d'avocat qui regarde tes choses. Il y a un contact direct avec le public. Tu peux te tromper aussi. Tu peux aller trop loin. Tu peux accuser que tu viens d'aller trop loin. Il y a quelque chose de vraiment organique là-dedans. La télé, c'est tout le contraire. Tu sais, donc, les avocats, ils regardent les textes. C'est enregistré. On le fait 14 fois. Ça perd du naturel, de la spontanéité. C'est
c'est plus codé, c'est un milieu qui est très, très codé. C'est un travail d'équipe aussi, c'est ce qui est bien, mais bon, moi, je suis pas entré dans ce milieu-là pour le travail d'équipe. Je suis très solitaire, comme je t'ai dit tout à l'heure. Fait que c'était pas l'affaire que j'ai le plus aimé, mais il y a beaucoup de moments que j'ai aimés. Au final, c'est vraiment des expériences positives, mais c'est pas naturellement ce qui m'attire le plus. Pour moi, c'est plus un outil qu'autre chose. Mais est-ce que pour toi, c'est facile de faire ta pub, en fait? Je déteste ça. L'affaire que je déteste le plus. Il y a quelque chose d'absurde là-dedans où il faut convaincre les gens que t'es bon de venir te voir. Quand, dans le fond, je veux dire, il y a du matériel là, disponible. Là. Va voir. Là, si ça t'intéresse, viens me voir. Si ça t'intéresse pas, viens pas me voir. Tu vas probablement passer une mauvaise soirée si ça t'intéresse pas. Donc, pourquoi faudrait que je convainque quelqu'un qui ne veut pas vraiment venir de venir? Mais ça fonctionne comme ça. C'est pour tout le monde, ça fonctionne comme ça. C'est comme la bourse. Faut que tu fasses à croire que ton stock est vraiment high le plus possible pour que les gens aient envie d'acheter ce stock-là, tu sais. Puis que souvent, c'est des bulles. Souvent, c'est basé sur de la fausseté. Je suis toujours mal à l'aise avec ça. Donc, il faut que je vende mon spectacle d'une manière qui est vraiment attirante. Mais je veux dire, moi, mon humour, c'est pas joyeux, bubbly, le fun, mais il faut que j'aille le vendre de cette manière-là. Non, il y a quelque chose de très contradictoire là-dedans que j'ai toujours trouvé un peu très peu naturel, mais je le fais quand même parce que j'ai pas le choix. C'est comme ça que ça fonctionne le star system, c'est comme ça que ça fonctionne le showbiz. Mais ouais, il y a quelque chose de très étrange là-dedans. C'est pour ça que je préfère les podcasts. On peut être plus franc, on peut être plus naturel. On n'a pas à faire semblant qu'on est autre chose que ce qu'on est. Puis ça, j'apprécie ça. Et c'est quoi la pire entrevue que t'as faite? La pire entrevue que j'ai faite? T'en avais parlé d'une avec Eric Salveille qui écoutait rien de ce que tu... Ouais. Eric Salveille, c'est quelque chose là quand même. Là. Vous le connaissez pas, mais bon, vous le connaîtrez jamais parce que il a été effacé du Québec. Oui, j'ai suivi moi tout ça de loin. D'accusations d'inconduite sexuelle. Puis justement, c'est le genre de personne... Mais il y en a beaucoup dans le show business au Québec. Bon, on peut pas nommer tous les noms là parce qu'il y en a qui sont encore actifs puis c'est pas encore sorti à quel point que c'est pas des bonnes personnes. Mais c'est des gros égos, c'est très mégalo, puis c'est le showbiz. Là, tu sais, on est là pour faire un spectacle, puis faut que ce soit le plus sympathique possible et tout ça. Mais au final, il y a rien. Il y a pas de vérité, il y a pas de franchise. Ça prend beaucoup de blagues, puis il faut que c'est des blagues grasses puis fortes. Faut que ça fasse du bruit. En fait, c'est ça. Faut que tu fasses du bruit le plus possible. Puis Eric Salveille, c'était pas mal le roi de ça. Puis je réalisais en entrevue, à chaque fois que j'ai fait des entrevues avec lui, je le regardais dans les yeux pendant. Et j'ai réalisé, non, il est pas là du tout. Là. Il est zéro en train d'écouter ce que je dis. Il pense à sa prochaine question. Il pense à bien placer sa prochaine blague. T'sais, pour moi, c'est pas ça une entrevue. C'est tellement absurde, ça, quand même. Quelqu'un qui te reçoit, il y a des milliers, voire des millions de dollars en place pour diffuser cette affaire-là. Puis lui, il est zéro intéressé. Il t'écoute pas. Il veut juste faire son show. Il est là pour lui, finalement. Il est vraiment là pour lui. Fait que toi, t'es comme... Ou bien je vais me servir moi puis essayer de trouver ma place là-dedans, ou bien je suis juste mal à l'aise puis j'ai envie de m'en aller, ce qui est plus mon option personnellement. Là. Mais ouais, mais c'était pas ma pire entrevue dans le sens que je trouve que c'est un des pires intervieweurs. C'est pas ma pire entrevue. Souvent, les pires entrevues, c'est des petites radios communautaires de région. Là, quand tu vas dans des spectacles un peu loin, il y a une radio puis là, on te demande de faire une entrevue, puis là, la personne pense que tu fais du théâtre quand tu fais de l'humour. Là. C'est ce genre d'entrevue. Là, ça les prend au dépourvu. « Oh mon Dieu, OK, bon, faut que je change mes questions. » J'en ai eu quelques-unes de ça quand même. Et après, c'est pas facile, je trouve, je m'en suis rendu compte avec le podcast, de bien interviewer quelqu'un, tu sais, parce que ici, par exemple, moi, je suis en train d'écouter ce que tu me dis, parce que ça m'intéresse, et là, je suis là, et c'est quoi ma question d'après? Je ne sais plus, je m'en fous, j'ai quand même envie, tu vois, c'est pas si évident que ça. T'as 100% raison, c'est un métier qu'il faut, moi aussi, quand j'ai commencé à faire des podcasts, je me suis dit, OK, c'est respectable quand même comme métier. Je me suis mis à vraiment respecter les très bons intervieweurs. Tu sais, Eric Salveille en fait pas partie, mais il y en a, là, je me suis dit, OK, eux autres sont vraiment très bon parce que quand je fais des entrevues avec eux, ils m'écoutent, ils rebondissent sur ce que je dis, mais en même temps, ils ont leurs questions préparées. C'est vraiment un art, puis que ça reste naturel, puis faire en sorte que ton invité s'ouvre, c'est vraiment une qualité qui se développe. Ouais. Je suis vraiment passionné par le sujet que j'ai choisi d'aborder dans les podcasts avec les humoristes, et du coup, je suis en train d'écouter comme quand j'écoute un podcast, mais j'oublie que je dois parler à un moment donné. Ouais. Ouais, puis OK, non, c'est moi. Ton premier spectacle, donc Cinglant dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que si tu le regardes maintenant, tu aimes encore ce que tu fais ou t'arrives pas à le regarder? Moi, je regarde pas. J'ai pas vu ça, le Cinglant, depuis... Écoute, je pense, honnêtement, je
Je l'ai fait 152 fois, ce spectacle-là. On l'a capté et là, on me l'a envoyé pour que je l'écoute. Y a des erreurs? Y a-t-il des choses que tu changerais dans le montage? Y a des trucs que tu es à l'aise ou pas? Là, je l'ai écouté, je pense 5 minutes. Je trouvais ça insupportable. J'ai avancé juste pour voir que visuellement, ça avait du sens. Je l'ai avancé jusqu'à la fin. OK, c'est bon. Vous pouvez sortir ça. Je déteste écouter mes choses. Mais vraiment, là, probablement, de ce que je me souviens, il y a probablement bien des choses là-dedans que, pas que j'aurais honte, mais que je ne ferais pas aujourd'hui. Que l'humour a beaucoup évolué. Dans le temps, bon, ça s'appelait cinglant. Il y avait comme une vague d'humour un peu plus rentre-dedans, vulgaire, edgy, là, comme on dit. Puis c'était très juvénile aussi. Là, je manquais de direction un petit peu. C'était mon premier spectacle. Ça faisait un moment que je faisais de l'humour, mais je te dirais que c'était un collage des meilleures choses que j'avais faites dans les dernières années, dans mes premières années finalement. C'est pas la chose la plus aboutie que j'ai fait, mais ça m'a rendu où je suis maintenant. Donc, j'ai pas de regrets à ce niveau-là, mais non, je réécouterai pas ça. Okay. Déjà que je réécoute pas les choses que j'ai faites, genre l'an passé, je réécouterai pas quelque chose que j'ai fait en 2012. Mais du coup, c'est avec ce spectacle, tu as eu tes premières controverses, parce que t'en as eu quand même quelques-unes, parce que en faisant les recherches sur toi, parce que je regarde un petit peu tout, c'est très marrant de voir sur ton Wikipédia que tu as une partie biographie et une partie controverse qui est plus ou moins de la même longueur. Ouais, ça fait partie de ma bio, en quelque sorte, ouais. Mais est-ce que ça t'affecte, les commentaires que tu reçois, les messages de haine et tout ça, ou t'arrives vraiment à te distancer de tout ça? Ça dépend. Ça dépend si je trouve qu'il y a une certaine part de vérité dans ces controverses-là. Tu sais, moi, des fois, il y a des blagues que j'ai faites, j'étais plus jeune, ou je mesurais pas l'impact de ce que je disais. Puis des fois, aussi, je le faisais parce que je me disais, je suis jeune, je suis pas l'humoriste le plus populaire, il y a personne qui écoute. Je peux dire tout ce que je veux, tu sais. Puis là, à un moment donné, tu réalises, ah, mon Dieu, les gens écoutent. Les gens, ils rapportent ça dans les journaux. Les gens écrivent ça sur les médias sociaux. Ça circule, ça revient à moi, puis ça me met dans le trouble. Donc, j'ai commencé à être un petit peu plus conscient de bien peaufiner ce que j'avais à dire, puis de bien cibler les sujets ou les personnes que j'ai envie de cibler, que ce soit pas gratuit. Donc, il y a des controverses avec lesquelles je suis très à l'aise, j'ai aucun problème. Il y en a d'autres plus au début de ma carrière, je te dirais, où je suis comme c'était pas nécessaire, ça. Tu sais, puis je peux comprendre s'il y a des gens qui ont trouvé que j'allais trop loin. Mais ça, en même temps, je veux dire, c'est mon travail de tester les limites, de voir jusqu'où je peux aller. Puis des fois, j'ai dépassé les limites, puis c'est correct. Si je dépasse jamais les limites, c'est que je les teste pas, là. J'ai regardé un petit peu dans les commentaires des vidéos ou des trucs ainsi. Il y a vraiment des gens qui t'adorent, mais il y a vraiment des gens qui te détestent. Ouais. Oui, c'était une tangente. Je laisse pas indifférent, au moins. Hein? C'est ça, c'est l'essentiel. Après, tu as eu ton deuxième spectacle qui, cette fois-ci, s'appelle Trop Humain, qui d'ailleurs, pour tous ceux qui vont écouter, est disponible complètement sur YouTube. Je l'ai regardé cette semaine-ci. Qu'est-ce qui avait changé, selon toi, avec le premier? C'était vraiment une continuité du premier pour moi. Puis en fait, c'était pratiquement quasiment une réponse au premier, dans le sens que j'essayais de faire évoluer mon style puis de l'expliquer. Il y a beaucoup d'explications de qui je suis là-dedans. Ouais. En fait, le numéro final est carrément une explication de pourquoi j'ai le style d'humour que j'ai. C'était beaucoup axé sur moi, mon évolution en tant qu'humoriste, puis ma manière d'aborder les sujets, puis pourquoi je les aborde comme je les aborde. Pour moi, c'est vraiment important de faire ce spectacle-là de cette manière-là, parce que dans mon premier spectacle, il y avait une mauvaise conception de ce que je faisais, puis j'en étais vraiment en partie responsable en appelant ça cinglant, puis là, j'arrivais avec un côte de cuir, puis tout ça. Tu sais, il y avait une conception de ce que je faisais qui était erronée, selon moi, puis qui était beaucoup ma responsabilité. Donc, je me suis dit, je vais essayer de remettre les pendules à l'heure dans le deuxième spectacle, puis de mieux présenter mon style, puis de le peaufiner, en fait, puis que ce soit le plus proche possible de ce que je ressens à l'intérieur de moi. Puis moi, je te dirais que je fais ça depuis le début que j'ai commencé. Tu sais, pour moi, il y a comme un idéal humoristique à l'intérieur de moi que j'ai jamais atteint, mais que j'essaie toujours à chaque spectacle, à chaque blague, à chaque nouveau bit, j'essaie que ce soit le plus proche possible de moi à l'intérieur de comment je me perçois puis comment je veux que
je veux être perçu sur scène. Donc, c'est un travail de longue haleine. Être bon, je trouve. Être bon selon ses standards, en tout cas. Moi, en tout cas, j'ai trouvé le spectacle très bon. Et je te dis, il y a quelques références que j'ai dû aller vérifier pour comprendre certains noms à certains moments, certaines petites choses. Mais il y a des choses, pour moi, qui sont universelles. C'est du coup les blagues que je préfère. Par exemple, quand t'as le permis d'opinion, je trouve ça juste exceptionnel. Ça me fait super rire et l'idée de départ est incroyable, je trouve. C'est beaucoup basé encore en réponse à toutes les controverses que j'ai eues, tout le monde qui donne son opinion sur ce que je fais, qui donne son opinion sur tout et n'importe quoi. Donc, j'étais beaucoup en réaction à ce que j'avais vécu pensant ce spectacle-là, ce qui est correct. Je pense vraiment qu'il fallait que je le fasse. Mais c'est beaucoup moi qui essaie de se trouver dans le show business, en fait. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais après mon premier spectacle, moi, c'était mon rêve de faire un one-man show. Tu sais, moi, j'adorais regarder des captations, des specials, puis ça, juste avoir le mien, c'était un accomplissement. Tu sais, pour moi, même si ça avait pas vendu beaucoup, j'aurais été content. Je voulais juste faire ça. Puis là, après ça, quand ça a été fait, je suis comme, oh mon Dieu, c'est quoi mon prochain défi? C'était-tu vraiment ça que je voulais faire? C'était-tu tout? Puis j'ai l'impression que j'étais pas vraiment 100% fier de ce que j'avais fait. Et j'ai fait une mini-dépression après ça. Puis je me suis demandé si j'allais pas abandonner l'humour. Puis j'ai eu beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Puis je me suis dit, ou je continue à faire comme je faisais, puis je pense pas que je vais être heureux là-dedans, ou j'essaie de modifier mes choses, j'essaie d'être plus proche de moi-même. J'essaie d'un peu de moins plaire, en fait. Je sais que c'est beaucoup dans la confrontation, mon premier spectacle, mais il y avait une grosse partie de moi qui essayait de plaire à un certain public. Puis dans mon deuxième spectacle, je me suis dit non, je vais juste aller 100% sur ce que je veux vraiment dire puis qui je suis. Ça a été un processus difficile, mais qui en a valu la peine, en tout cas pour moi personnellement. Moi, c'est ce que je préfère en humour, c'est quand j'ai l'impression que c'est sincère. Même si je suis pas d'accord avec ce qui est dit, j'ai l'impression que la personne est sincère. Moi, ça me touche d'une certaine manière, parce que j'ai l'impression d'être dans sa tête, dans ce qu'il pense, dans son intimité. Et je trouve c'est un côté touchant et beau, en fait. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, l'humour, pourquoi ça m'intéresse encore, puis pourquoi ça me passionne encore, c'est que c'est différentes voix uniques. Et moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Donc, si j'ai l'impression que l'humoriste utilise des procédés humoristiques pour me faire rire d'une manière un peu mécanique, pour moi, c'est la pire chose. Pour moi, c'est la pire insulte à notre métier parce que je suis comme... Si tu commences, je peux comprendre, là, mais il y en a que ça fait des années puis ils font que ça. Puis je suis comme... Mais pourquoi tu veux pas te révéler? Qu'est-ce que tu caches? Essaie d'être le plus authentique possible parce que tout le monde est différent. Donc, tu vas offrir quelque chose de différent au lieu d'offrir à peu près la même chose que tout le monde. Mais ceux qui le font, à chaque fois, ça m'exalte encore. Moi, des nouveaux talents en humour qui sont très proches d'eux, je trouve ça encore extrêmement excitant. Puis, je trouve ça beau, en fait. Je trouve que ça devient le plus bel art dans ce temps-là. Ça peut être le pire, des fois. Des fois, ça peut être incroyable. Mais je suis d'accord avec toi. Et souvent, quand je parle avec des humoristes ou que j'entends des podcasts et je les entends parler et que je me rends compte qu'ils sont exactement comme ils sont sur scène, ou ça se ressent que c'est la même chose, je suis content. Et je trouve que ça rajoute quelque chose derrière. Je suis content de me dire, c'est pas un jeu, c'est lui. Et limite, j'aime encore plus personne. Je pourrais même réécouter après pour me dire, il pensait tout ce qu'il disait et j'aimerais encore plus ce qu'il a dit. Je sais pas si ça fait du sens pour toi, mais... Oui, totalement. Je te suis. Ensuite, en 2016, tu as fondé le Dr Mobilo Aquafest, donc un festival un peu alternatif, avec Virginie Fortin, Adib Al-Khalidé que j'ai reçu dans le podcast et Sexe Illégal. Pourquoi cette volonté de faire ce festival? Écoute, ça va être un peu la continuité de ce qu'on disait parce que nous, on faisait de l'humour, puis on le faisait de la manière qu'on le faisait, puis on s'appréciait entre collègues, puis on remarquait qu'il y avait quand même une certaine, pas une similarité, mais dans la manière de voir les choses, dans la manière d'aborder ce médium-là, on se rejoignait beaucoup. Puis en se parlant, on réalisait que quand on allait dans les gros festivals, les Juste pour rire, tout ça, c'est pas qu'on détestait ça, c'est juste que c'est formaté, il faut que tu fasses un numéro de 7 minutes pile. Quand tu fais un numéro de 7 minutes pile, il faut que tu aies des rires aux 30 secondes, sinon ça va être difficile. On regarde les textes avant, ça passe à la télé, il y a des avocats qui passent par-dessus ça. Ça enlevait beaucoup de sincérité, ça devenait faire la télé, justement, là, comme on parlait tout à l'heure. Puis nous, on était plus ou moins à l'aise là-dedans, puis on voyait beaucoup de nos collègues humoristes que ça fonctionnait pas là dans ce cadre-là, mais il y avait beaucoup de talent. Il y a beaucoup de personnes qui mais toi, on devrait te voir beaucoup plus, mais t'as pas le bon canal, t'as pas le bon médium, il y a pas personne qui comprend vraiment ton talent.
Fait que nous, on a créé un festival pour mettre en lumière ces talents-là. Puis on savait pas s'il allait avoir un public, mais finalement, oui, il y a vraiment un public pour ça, de gens qui recherchaient plus de sincérité, plus de spontanéité, puis un certain désir d'avoir une conscience sociale là-dedans. Il n'y a pas personne sur notre festival qui a des propos, que ce soit sexistes, racistes, homophobes. On essaie de faire attention à ça parce que il y en a beaucoup de sans humour. En tout cas, au Québec, il y a beaucoup de personnes qui tiennent des propos un peu désobligeants, stéréotypés. Puis je peux comprendre que des fois, tu le fais de manière ironique là, au deuxième degré, mais on avait bien de la misère avec ça. On trouvait qu'il y en avait beaucoup, puis on avait envie d'encourager une autre manière de voir les choses. Puis il y a vraiment un public pour ça, de plus en plus. Mais moi, j'ai l'impression que ça existe encore, mais ça commence à s'éliminer un peu tout seul. Enfin, je sais pas, il y a une petite conscience un peu de tout le monde. Il y en a qui le font parce qu'ils savent qu'ils doivent le faire, et il y en a d'autres qui ont conscience qu'on peut plus dire des trucs pareils, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a que je pense qui se disent il faut que je fasse attention. Moi, le temps fait bien les choses quand même. Effectivement, il y a un certain filtre naturel qui fait en sorte que... Mais ça perdure encore beaucoup au Québec. On voulait juste encourager une autre manière de faire les choses. Parce que souvent, ces gens-là, ils sont quasiment stigmatisés là, d'essayer de faire les choses différemment, de pas embarquer dans les gros stéréotypes. Puis tout ça, t'es pénalisé finalement dans ce milieu-là. Puis on trouvait ça épouvantable. On veut pas que ceux qui tiennent des propos qui sont corrects, on voulait pas qu'ils soient pénalisés. Là, ils vont se décourager puis ils vont abandonner. Puis on va se retrouver que tout le monde va dire la même chose. Donc on voulait encourager ces gens-là. Ben, je comprends. Mais je dirais que chez nous, ça y a de moins en moins. Mais j'ai l'impression que ceux qui le sont, on parlait tout à l'heure de Bigard par exemple, a des propos assez sexistes et des genres de blagues assez graveleux, tout ça. Et le fait qu'on lui fasse des remarques sur son humour, ça fait qu'il a été encore plus loin là-dedans. Sa réaction, ça n'a pas été de il faut que je fasse attention, c'est je vais y aller à fond, on peut rien me censurer, je vais dire des trucs bien pires que ce que je disais avant. Mais il y a beaucoup de ça au Québec, la fameuse phrase on peut plus rien dire au Québec. Souvent, on l'entend là, aussitôt que tu dis à quelqu'un mais ça c'est, je sais pas, c'est un peu raciste comme propos. Ça serait bien que tu tiennes pas ces propos-là. Il y a des gens qui trouvent ça épouvantable. On peut plus rien dire, c'est de l'humour, c'est des blagues, deuxième degré, blablabla. Quand dans le fond, honnêtement, là, moi je les connais tous personnellement, puis il y en a là. Il y a des misogynes qui font des blagues misogynes supposément deuxième degré là, sur scène. J'en connais plein, je nommerai pas de nom. Mais ouais, donc c'est pas ça qu'on veut véhiculer là. On a envie que ça soit quelque chose de libérateur, l'humour, là, que ce soit pas quelque chose qui emprisonne dans des stéréotypes puis qui conforte les gens dans des visions stupides du monde. C'est vraiment, ça serait vraiment plate si ça devenait ça, l'humour. Mais il y a par exemple en France, je sais pas si tu vois, il y a Stéphane Guillon. Oui. Il est à fond là-dedans en mode on peut plus rien dire, et il a un show maintenant, c'est quasiment ça, c'est on ne peut plus rien dire, et il dit des trucs horribles, et en écoutant je me dis mais t'as oublié qu'il fallait faire des blagues quand même à un moment donné dans ce que tu dis. T'es en train de le dire quand même, fait que... Et personne te dit rien, hein. Il y a des gens qui applaudissent. J'en ai des DVD de Stéphane Guillon aussi, ça fait partie des personnes aussi que je suis déçu d'avoir ça chez nous. C'est pas tout le monde qui évolue bien, hein. C'est difficile quand même. Ah non, c'est pas évident. Comme on parlait du festival, vous avez dû malheureusement annuler cette année-ci. Est-ce que ça va? Niveau financier, est-ce que c'était pas trop compliqué de devoir annuler? Parce que beaucoup de festivals ont des soucis avec ça. Est-ce que vous, ça va? Ben, nous, on a la chance quand même d'être un petit festival. Donc, si on engrange des dettes, ça reste des petites dettes. Donc, oui, on a des petites dettes, mais c'est vraiment pas la fin du monde, puis on va se réajuster l'an prochain. Donc, non, mais ça a toujours été le but aussi de garder un contrôle là-dessus, pas qu'il y ait une expansion à l'infini, parce que plus tu as d'expansion, plus tu as d'employés, plus tu as d'investissement, plus quand ça va mal, ça va mal. Donc, nous, on essaie de garder ça à échelle humaine. En fait, tu sais, nous, quand tu viens à notre festival, c'est nous là, qui vend les t-shirts, puis des DVD, puis des affiches. Donc, c'est très convivial. Puis on voulait garder ça comme ça parce que ça donne une saveur au festival. Ça fait en sorte que les gens qui viennent au festival se sentent vraiment plus investis, puis ils sentent que c'est comme une famille, dans le fond. Mais j'ai vu que vous aviez ouvert à certains humoristes français. J'ai vu qu'il y avait Tania Dutel qui devait participer. Ouais. Mais ouais, écoute, ça va être partie remise. Je pense que cette édition là, on va la remettre à 2021, peut-être la bonifier. Je sais pas trop ce qu'on va faire encore. Là. On a des réunions à avoir. Mais ouais, c'est la réalité. Hein. On se plaindra pas parce que c'est la même chose pour tout le monde. Ben, j'espère que vous aurez l'occasion de le refaire cette année-ci dans des bonnes conditions. Mais je pense que même à l'automne, ça sera pas possible de faire des spectacles normaux là, d'une manière un petit peu
avec plus de public et tout ça. Donc, je pense vraiment que ça va être à 2021. On va carrément la remettre à l'an prochain. Nous, on attend de voir en Belgique. Je crois qu'à partir du 1er août, on est autorisé des spectacles de 100 personnes en intérieur, avec le port du masque obligatoire, comme je te disais tout à l'heure. Moi, ça m'arrange parce que dans les spectacles que je fais, il n'y a jamais plus que 50 personnes. Donc, ah, écoute, ça prend bien des avantages, hein, à un moment donné. Les derniers sont les premiers. Après, t'as fait ton troisième spectacle, donc c'est avec lequel tu tournes en ce moment, je pense, enfin hors coronavirus, qui s'appelle Du cœur au ventre. Encore une fois, t'as continué dans la lignée de ce que tu disais, d'essayer d'être de plus en plus authentique, proche de toi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a changé par rapport aux autres spectacles? Oui. Mon deuxième spectacle, même si j'essaie d'être plus proche de moi, c'était beaucoup dans la confrontation du public. Moi, j'ai toujours aimé ça, confronter le public, l'amener dans des zones où qui est un peu mal à l'aise ou ça vient le confronter dans ses valeurs. Mais j'ai réalisé avec le troisième spectacle que ça serait vraiment plus efficace si je les amenais de mon côté avant de les confronter. Puis que je les incluais dans tout ça au lieu d'être... tu sais, j'ai l'impression que mon deuxième spectacle, c'était moi contre eux. Là, j'essaie que ça fasse en sorte que c'est tous ensemble qu'on a une introspection. Tu sais, c'est comme une espèce d'illusion d'introspection collective qui part de moi. Donc, quand ça part de toi, ça passe mieux chez le public. Ils se disent « Ah, OK, il se critique lui aussi. » Donc, je pense que c'était important pour moi de faire cet ajustement-là parce que ça rend le spectacle vraiment plus efficace. Tu peux vraiment aller plus loin dans tes opinions. Puis les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est ça qui est fascinant. Moi, il y a des gens qui viennent me voir après ce spectacle-là. Quand même, j'ai l'impression que tu vas moins loin que dans tes autres spectacles. Puis moi, je sais que c'est faux. Là. J'amène des idées qui vont vraiment plus loin, des idées genre anarchistes, des idées révolutionnaires. Puis ça passe parce que je m'inclus là-dedans. Je me questionne aussi moi-même. Puis les gens, ils rient, ils ont rigolé. Puis ils se sont pas rendus compte que finalement, j'ai à peu près insulté tous les aspects de leur vie. Là. Ok, donc en fait, tu peux aller plus loin parce que tu l'amènes mieux, en fait. Ouais. C'est vraiment la manière d'amener les choses qui a changé puis qui est plus... Mais tu sais, c'est des années, là. C'est des années d'essais-erreurs puis de voir quand je teste des blagues, voir, OK, quand je l'amène de cette manière-là, c'est la même blague, mais c'est beaucoup plus efficace quand je m'inclus là-dedans, puis qu'il y a une espèce une complicité, finalement. Là. En fait, j'essaie que les gens aient l'impression que je suis leur ami, puis après ça, t'écoutes un ami, tu sais. Mais si t'as l'impression que la personne en avant de toi, c'est un peu ton ennemi, qui te confronte, puis tout ça, tu peux passer un bon moment, mais à un moment donné, peut-être que tu y en permets moins à l'ennemi. Fait que j'essaie d'être l'ami, maintenant. Mais j'ai vu que tu essayais déjà de le faire un petit peu dans ton deuxième spectacle, de revenir un peu sur toi. Une fois que tu avais été trop loin, tu revenais un peu vers toi, comme si c'était pour récupérer des fois des gens que tu avais perdus. Tu avais un peu cette technique-là. C'est un long processus. Ça fait longtemps que j'essaie de perfectionner ça. Puis je pense que dans mon troisième spectacle, là, c'est vraiment plus achevé. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de te rendre compte qu'au départ, ça se passe bien et qu'après, tu les perds, mais complètement? Oui. Mais moi, je te dirais qu'avec le style que j'ai, je suis devenu avec les années très, très guerrier sur scène. T'sais, moi, quand je monte sur scène, je vais tout laisser. Je pense que c'est Chris Rock qui disait ça à un moment donné, qui est si lui, quand il sortait de scène, il était pas comme tout détrempé puis vidé de son énergie, c'est qu'il avait donné un mauvais spectacle. Mais moi, c'est la même chose. Là. Quand je rentre sur scène, si je perds les gens, je vais tout faire pour aller les récupérer, mais vraiment tout ce que je peux, que ce soit sortir de mon texte, faire de l'impro, de la manière de jouer, d'être plus sympathique, peu importe, je vais tout essayer puis je vais essayer de faire en sorte que finalement tout le monde passe un bon moment. Puis j'ai pas le choix de faire ça avec le style que j'ai parce que si aussitôt que ça fonctionne moins bien, je fais comme je fais ce que je fais puis ça c'est votre problème. Ça serait pas du bon bouche à oreille pour moi, je te dirais. Qu'est-ce que tu abordes comme thème dans le dernier spectacle? Parce que celui-là, j'ai pas du coup l'occasion de le voir pour le moment. Ce que j'aborde comme thème, c'est drôle parce que je parle beaucoup du hashtag MeToo. Là, c'est comme de retour un peu là, finalement. Je parlais de ça, je parlais en tant que gars au gars. Parce que moi j'ai un public qui, des fois, est un peu gaga. Là. Je sais pas si tu comprends l'expression. Là. Ouais, je vois ce que tu veux dire, comme un peu macho, ouais. Ouais, parce que je dégage ça un peu, j'ai l'impression. Puis eux, ils m'écoutent. Fait que je me suis dit, j'ai une tribune, je vais leur jaser, je vais essayer de leur faire réaliser quelques trucs, puis des choses que j'ai réalisées sur moi-même aussi. Donc, il y a une part d'introspection là-dedans. Je parle beaucoup de ça. C'est drôle parce que il y a un long segment dans mon spectacle où je dis qu'on devrait, pour casser ce système-là, on devrait
rien faire. On devrait comme juste arrêter de faire quoi que ce soit, arrêter de travailler, juste rien faire. Puis finalement, c'est comme arrivé avec la pandémie. Je regardais parce que je l'ai enregistré le spectacle, j'ai fait la captation il n'y a pas si longtemps, puis il a fallu que je l'écoute, puis j'étais comme « Oh mon Dieu! » C'était comme précurseur, finalement. Il y a quelque chose de pratiquement prophétique là-dedans. C'est un spectacle, beaucoup de sujets. Ça s'appelle Du cœur au ventre parce que j'essaie de donner du courage aux gens de changer les choses qui les emprisonnent, finalement. Puis de me donner aussi moi-même le courage de changer des choses qui m'emprisonnent. Mais donc, s'il y a des complotistes qui écoutent le podcast, on sait que c'est toi qui as mis ça en place pour que la société évolue. Ouais. Je me suis arrangé avec des scientifiques. J'étais allé à Wuhan, puis on a mis au point ce virus-là pour arrêter la consommation. Ah, et moi, j'ai l'exclusivité de ça. Je suis trop fort. Dans ton spectacle, tu vas ajouter des choses ou tu l'as figé et maintenant tu n'y touches plus? Ben là, il était figé, mais là, quand on va être de retour avec post-pandémie, puis tout ça, j'ai aucune idée, en fait, comment ça va être perçu, ce spectacle-là. Il y a bien des perceptions qui vont avoir changé entre-temps. Il y a bien des blagues qui peut-être vont pas avoir le même effet. Tu sais, moi, j'avais un moment dans mon spectacle où je parle d'écologie, puis tout ça, puis je dis, moi, je suis pas pro-nature dans le sens que je veux qu'on protège la nature. Je suis pro-nature dans le sens que j'espère que la nature va gagner et nous détruire. Tout d'un coup, cette blague-là, elle touche un petit peu trop une corde sensible. Fait que je sais pas, je vais voir. Je vais probablement le faire comme il était avant, avec quelques petits ajustements, puis voir comment c'est perçu, puis après ça, ajuster ce qu'il y aura à ajuster, mais ouais, on dirait que mon côté social, je sais pas à quel point ça va me servir post-pandémie. Je sais pas, en tout cas, j'ai hâte de voir ça va être quoi les publics. Est-ce qu'ils vont avoir envie de juste rigoler puis pas se prendre la tête, ou pour une fois, ils vont avoir envie d'entendre quelqu'un aborder ces sujets-là de front? Je sais pas. Je vais voir. On va l'apprendre. Je pense qu'il y aura un peu les deux. Je pense que, encore une fois, c'est partagé. Tu convaincras pas tout le monde. Tu vas encore diviser peut-être l'opinion publique. Sûrement. Écoute, c'est dans ma nature. Et toi, est-ce que tu préfères le moment où tu rôdes et t'essaies des nouvelles choses, ou jouer un spectacle que tu as déjà fait auparavant? Je te dirais entre les deux. Je sais pas si c'est une réponse qui se peut, là, mais au début, là, quand je rôde quelque chose que j'ai jamais fait, je suis terrorisé. Puis ça s'amoindrit pas avec les années. Au début, ça me terrorisait. Puis je pensais que ça va être plus relax, ça va être plus d'expérience éventuellement. Mais non, du nouveau matériel, c'est du nouveau matériel. Tu t'exposes, tu te mets dans une situation vraiment vulnérable. Puis quand ça rit pas, ça rit pas. Et c'est vraiment pas un feeling agréable. Donc, c'est quelque chose qui me stresse énormément encore. Puis j'ai l'impression que moi, plus les années avancent, plus je prends de risques dans ce que je fais, plus je vais loin dans mes affaires. Donc, plus c'est un gros risque quand j'essaie du nouveau matériel parce que je l'ai vraiment jamais fait. Puis ça me met dans une situation inconfortable. Mais un coup, moi, j'aime le sweet spot. C'est quand c'est testé, je sais que ça fonctionne, je suis encore en train de le perfectionner puis de le peaufiner, puis j'ai du plaisir au travers de ce matériel-là. Puis là, à un moment donné, il devient comme figé puis là, c'est ça à vie. Là, toutes les virgules sont bien placées, puis il n'y a plus rien à changer là-dedans, puis il n'y a plus de place à l'improvisation puis à l'exploration. Donc, mais c'est le fun quand même, hein, quand tu as des blagues qui sont construites, qui sont figées puis qui fonctionnent. C'est le fun pour l'ego, puis c'est le fun pour la performance et tout ça. Mais moi, mon moment préféré, c'est le moment de création où il y a encore un espace, il y a une marge de manœuvre. Ce que j'aime bien, c'est le moment où t'as déjà testé, et au moment où tu la testes, tu te dis un petit peu, c'est bon, celle-là, je n'y touche plus. Et c'est à ce moment-là, j'aime bien ce truc de te dire, t'as peut-être changé quelque chose, et là, tu te dis, c'est bon, on n'y touche plus. Ce moment-là est assez jouissif, quoi. Mais oui, c'est vraiment jouissif parce que c'est fou, parce qu'à travers les années, moi, je sais pas plus ce qui va fonctionner ou pas, là. J'en ai aucune idée. Je me disais, mon instinct va s'améliorer et tout ça. Il y a des blagues, là, des fois, je suis comme, ça, c'est sûr et certain que ça fonctionne, c'est tellement bon, là, puis là, tu te trouves génial, là, puis là, tu le fais, rien du tout. Yeah. Mon Dieu, c'est dur sur la confiance. OK, mais je sais pas écrire, dans le fond. Vraiment, ça, je pensais que c'était drôle, ça. Puis d'autres blagues, des fois, que tu fais comme, ça, je vais le faire, là, mais c'est parce que ça faut que je remplisse du temps. Puis les gens adorent ça, puis c'est ton plus gros rire. C'est comme, OK, je suis même pas au courant moi-même de mon propre matériel, qu'est-ce qui est bon ou pas. Ouais. Mais c'est ça, c'est une danse avec le public, hein, c'est un échange, c'est ça qui est beau aussi. Est-ce que c'est plus dur maintenant que t'as une certaine notoriété, enfin les gens voient bien qui tu es au Québec et te connaissent bien? Est-ce que c'est rendu plus dur de faire du rodage parce qu'on s'attend à ce que tu sois efficace?
Et est-ce que c'est pas plus dur d'avoir cette attente du public? Ouais, non, c'est quand même un avantage, je te dirais. Ça fait en sorte que les gens ils connaissent ton personnage de scène, ils savent un peu quel style d'humour que tu fais, donc c'est moins un ajustement. Tu sais, quand tu commences, c'est quasiment préférable d'être grand public, d'être pour tout le monde, parce que quand tu as une couleur comme très définie, puis ils t'ont jamais vu, ils passent comme 5 minutes à faire « Mais c'est qui lui? Comment ça? Il parle comme ça? » Ils comprennent plus ou moins, puis ça leur prend du temps. Tandis que moi, c'est acquis. Là, je rentre sur scène, puis c'est déjà là, c'est déjà installé. Donc après ça, moi, je peux juste explorer le matériel puis avoir du plaisir là-dedans. Non, pour moi, c'est un gros avantage. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui t'ont dit qu'ils détestaient ce que tu faisais et qui maintenant sont fans de ce que tu fais, que tu as réussi à convaincre, à changer d'avis? Ouais, j'ai beaucoup de ça en personne. Sur les réseaux sociaux, les gens sont juste haineux là, parce que derrière un écran... mais ça, c'est spécial quand même. J'ai eu beaucoup de messages de gens qui m'aimaient pas, puis des trucs épouvantables. Mais en personne, je pense que peut-être 3-4 fois, ça m'est arrivé. Quelqu'un qui me dit qu'il aime pas ce que je fais, là. Enfin, ça prend beaucoup de courage faire ça face à face avec quelqu'un. C'est très, très, très rare. Mais oui, j'ai eu beaucoup de personnes après mes spectacles. Ah, ben moi, je te connaissais pas, là, on m'a traîné, puis ça me tentait vraiment pas, puis je fais ton humour, moi, j'ai regardé ça, puis j'aimais pas ça, mais j'ai vraiment passé une belle soirée, c'était bon, puis tout ça. Ça fait partie, moi, c'est le plus beau compliment parce que c'est ce que j'essaie d'être sur scène. Tu sais, j'essaie de créer une relation avec le public, puis de leur faire sentir qu'on est tous ensemble là-dedans, puis que c'est organique, puis je les écoute aussi. Tu sais, je suis à l'écoute de leur sensibilité, puis jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut pas faire, puis accuser quand j'ai été trop loin, puis tout ça, puis faire un petit clin d'œil. C'est payant en salle, mais la télé, quand c'est filmé, ça, on le sent pas, puis ça peut devenir un peu statique, puis on peut me trouver ben gros arrogant, mais quand tu me vois sur scène live, c'est totalement différent. Mais après, c'est quelque chose qui est difficile en humour, c'est quand t'as pas aimé quelqu'un, de réécouter ce qu'il a fait ou de te refaire un avis. Je trouve ça pas toujours facile. Ça, moi, j'essaie toujours de me forcer à regarder au moins, quand je découvre quelqu'un de nouveau, j'essaie de me forcer à écouter au moins deux extraits, deux bits, donc deux parties, quoi, pour pas avoir un avis négatif au début et après avoir un avis négatif de départ et ne pas écouter ce qu'il dit après. Ouais, je comprends, mais moi, je suis tellement geek d'humour que j'aime écouter même des affaires que je déteste. Parce que je me dis, j'essaie de trouver pourquoi ça fonctionne pas. Je dis, OK, non, sa manière, son delivery, ce genre de blague-là, c'est cheap, on fait plus ça. Tu sais, j'analyse ça d'une autre manière, puis je trouve mon plaisir là-dedans. Là, c'est à ce point-là que j'aime ça. Ok, ouais, donc je suis pas encore geek à ton niveau. Ah, mais t'es pas obligé, hein, tu sais, c'est beaucoup de temps perdu. Écoute. Non, mais je pensais que j'étais déjà fameusement geek. Pour la majorité du monde, je pense que je suis le plus geek qu'ils connaissent, mais en fait, il y a pire que moi. Ouais, pire, c'est le bon mot. C'est ça. Bah du coup, on va profiter que tu es geek en humour pour faire ce que j'appelle l'interview name dropping. Tu vas me citer un humoriste, donc là tu peux aller dans tous les sens, québécois, américain, français, homme, femme, ce que tu veux. Mais tu dois te limiter à un. L'humoriste le plus sympa ou la plus sympa que tu aies rencontré. Rencontré en personne, c'est ça, tu veux dire. Ouais. OK. Plus sympathique, je te dirais que toi, tu as l'air de tenir beaucoup au courant, fait que probablement tu sais c'est qui, mais Simon Leblanc, c'est un humoriste. Je me reconnais beaucoup en lui, il est très loner, il fait ses affaires, il n'est pas nécessairement dans le milieu, dans le showbiz, il a décidé vraiment de suivre sa voie, puis c'est vraiment c'est une bonne personne. C'est vraiment, vraiment une bonne personne, puis sa manière de voir le showbiz aussi, de pas vouloir nécessairement entrer là-dedans, puis d'essayer d'être le plus unique possible. Puis je le sens aussi dans une recherche personnelle, puis dans un réel désir de contact humain quand il fait des spectacles. Moi, je le trouve bien cool, ce gars-là, puis je le trouve inspirant. Puis à chaque fois que j'ai vraiment pas jasé souvent avec lui, mais à chaque fois que j'ai jasé avec lui, c'était des discussions quand même profondes. Simon Leblanc. Ben, je sais pas si tu sais, mais son spectacle complet est sur YouTube aussi. Oui. Donc, pour ceux qui veulent aller écouter ça, vraiment bon. Conseil. Ouais, je conseille aussi. L'humoriste qui t'inspire le plus ou qui t'a inspiré le plus? Ben, moi, c'est vraiment Bill Hicks.
Ok. Ça a vraiment marqué mon imaginaire, puis ça me rejoint beaucoup. Tu sais, moi, dans mes spectacles, il y a quand même de la colère, puis il y a quand même des rants, puis dans la manière de confronter le public, puis dans la manière de pas nécessairement vouloir plaire au public, d'être plus dans une démarche de recherche de vérité. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, ça peut être ça, le stand-up aussi. » J'étais vraiment pas au courant, puis j'ai tout gobé de cette personne-là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas tant de matériel que ça, parce qu'il est décédé quand même jeune, décédé à 32 ans, je pense. Mais il y a 2 specials, en fait 3 specials, même 4, là, si on compte des espèces de bootlegs et tout ça. Mais j'ai lu 2 biographies sur Bill Hicks. Ok. J'ai lu il existe un recueil de textes d'affaires qui ont déniché dans ses papiers, puis tout ça, j'ai lu ça aussi, puis j'ai tout trouvé ça intéressant. C'est vraiment quelqu'un que je trouve inspirant encore aujourd'hui. Tu sais. Bon, bah, définitivement, je crois que je suis peut-être geek niveau 5 et t'es niveau 50, je crois. Mais je te conseille, Bill Hicks, t'iras voir ça. Tu y as un peu répondu, mais est-ce qu'il y en a peut-être un autre que tu regardes tout ce qu'il fait? Dès qu'il sort quelque chose, tu dois le regarder d'office dans la journée, quoi. Mais c'est ça qui est fou, c'est que même ceux que j'aime pas, je regarde tout ce Oui. qu'ils font. Là, donc, c'est difficile de répondre. Mais sûrement que Virginie en a parlé, mais moi, Stuart Lee, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Puis le pire, c'est que ça commençait avec Bill Hicks. Moi, j'aimais beaucoup Bill Hicks. J'étais comme obsédé, mais là, j'avais tout vu. Là. J'avais tout vu, tout lu. Puis je cherchais mon prochain humoriste que j'allais consommer à peu près tout. Puis j'avais tapé ça dans Google, là, comedians, a little bit like Bill Hicks, blablabla. Puis là, je suis tombé sur des forums, les gens ils discutent. Puis tout ça, puis à un moment donné, quelqu'un qui dit ça, il dit « Ah, c'est vraiment pas pareil, mais je pense que c'est le même esprit. » Stuart Lee. Là, je fais comme, garde, j'ai rien à perdre, je vais aller checker ça. J'ai regardé ça au début, je comprenais pas. Comment, mon Dieu, mais lui, c'est un rythme que j'ai jamais vu. C'est lent, il y a pas beaucoup de blagues. On est un peu dans l'anti-humour. C'est vraiment pas clair où ça s'en va. J'ai vraiment pas aimé ça tout de suite, mais je me suis dit, garde, je vais donner une chance, je vais écouter le spectacle au complet. Je pense que c'était le spectacle If you prefer a milder comedian, please ask for one. Je pense que c'est ça. Je suis plus certain. Mais bref, je l'ai écouté au complet. Puis là, à un moment donné, j'ai compris, OK, lui, il développe un spectacle. C'est vraiment une espèce d'arc dramatique. Tout est fait en fonction. Tout est un gros numéro. Son spectacle, c'est un gros numéro construit. Et puis je fais comme, oh mon Dieu, c'est vraiment brillant ça. J'avais jamais vu ça. J'ai écouté tous ses spectacles. J'ai lu tous les livres qu'il a écrits. Puis, tu sais, quand je te parlais tantôt que j'ai eu une espèce de petite dépression après mon premier spectacle, moi, c'est vraiment Stuart Lee qui m'a sorti de ça. J'ai lu un de ses livres où il explique son parcours. Puis lui, il a arrêté 4 ans de faire de l'humour. Il faisait des trucs très champ gauche et tout ça. Ça fonctionnait pas. Ça intéressait personne. Il faisait pas d'argent. Il a décidé d'arrêter ça pendant 4 ans. Il était faire une comédie musicale. Il a écrit un roman aussi. Puis là, à un moment donné, il a réalisé que, tu sais, il y avait beaucoup de contraintes là-dedans, puis il a réalisé, ah mon Dieu, tu sais, le stand-up, je peux faire exactement tout ce que je veux, le 100%, je peux sortir de la scène, je peux barbouiller par terre, je peux crier dans le micro, je peux lâcher le micro, je peux plus avoir de micro, je peux monter sur le balcon, je peux faire tout ce que je veux. Fait que je vais faire ça, tu sais, j'ai rien à perdre, je m'en fous, j'ai pas de carrière anyway. Ouais. Puis c'est quand il s'est mis à faire ça que sa carrière a décollé. Puis pour moi, c'est une grande inspiration. Je me suis dit, hey, ouais, il n'y a pas de limite. L'art le plus libre qu'il n'y a pas. Le stand-up, c'est l'art le plus libre au monde. Donc, profites-en. Si tu te sens enfermé dans certaines contraintes, ben c'est de ta faute. C'est toi qui t'enfermes toi-même là-dedans. Donc, mais ouais, ça m'a vraiment inspiré. Mais est-ce que c'est ça que tu aimes le plus en humour? C'est le côté on peut être libre de faire ce qu'on veut? Ou il y a autre chose qui est encore mieux que ça? C'est quoi le truc que tu aimes le plus en humour? Je te dirais que c'est ça, parce que si c'était juste faire des blagues très formatées aux 30 secondes, pour moi, ce serait très étouffant, ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'ailleurs de ça, de très années 40, 50 aux États-Unis, là, tu sais, les late shows puis tout ça, c'est quelque chose que si c'était ça l'humour, ça m'intéresserait plus ou moins, tu sais, mais la liberté qu'on peut se donner là-dedans. Tu sais,
Je sais qu'il y a des gens qui ont détesté ça. Moi, le spectacle Nanette de Anna Gadsby, ça, c'est un autre exemple où elle s'est dit, je peux faire ce que je veux, là. Je peux faire 30 minutes de blague, puis à un moment donné, je pars dans une espèce de colère, puis je sors tout ce que j'ai sur le cœur, puis il n'y a plus de blague, puis vous allez dealer avec ça, parce que c'est ça, j'ai décidé que c'était ça. Et c'est moi, je trouve ça, j'adore ces spectacles-là. Je fais comme, wow! Ça, c'est intéressant. Ça devient un art pour moi. Et du coup, si je devais te demander ce que t'aimes le moins dans le fait de faire l'humour? Moi, c'est tout ce qui est autour de l'humour. Tout ce qui est faire de la promo, on en a parlé tantôt. Tout ce qui est justement vendre ma salade. Tout ce qui est côté plus business aussi. C'est pas mes affaires préférées, mettons, puis ça me vient pas naturellement. J'ai dû l'apprendre quand même, là, parce que ça vient avec. Mais tout ce qui s'éloigne d'être sur scène, dans le fond, écoute, je te dirais que je sors de scène puis je suis dans loge avec des collègues puis j'aime pas ça parce que je suis pas quelqu'un de très social. Tu sais, je veux dire, j'ai des collègues que j'aime, j'ai des amis puis tout ça, mais c'est pas mes moments préférés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme, ils adorent ça, tu sais, ils passent du temps dans les loges, ils viennent dans les loges même quand ils n'ont pas de spectacle, puis ils aiment ça jaser, puis ils aiment tout ce qui est autour de ça, ils aiment se mettre en spectacle, ils aiment avoir l'attention, tout ça. Moi, à l'extérieur de la scène, j'en veux pas d'attention. J'en ai assez sur scène, tu sais, c'est bien en masse pour moi. Et donc toi, aller voir le public après le spectacle, ça doit pas être le moment que tu préfères? Pas mon moment préféré, je le fais quand même parce que je comprends, là, tu sais, il faut respecter ça. Les gens, ils se sont déplacés, puis ils ont envie de me parler un peu, mais ils doivent pas me trouver jasant, là, tu sais, je parle pas beaucoup, mais je le fais, je fais un effort, puis je trouve ça important parce que sans eux, j'en ai pas de carrière. Ouais, je comprends, mais à mon niveau, déjà, quand je dois aller parler avec des gens après le spectacle, je trouve ça toujours tellement difficile. Tu sais pas quoi dire, t'es mal à l'aise. C'est pas un vrai rapport humain. Tu sais, moi, je recherche la vérité, là, puis les rapports vrais. Mais là, c'est comme, hey, j'ai beaucoup aimé ce que tu fais. Mais là, toi, qu'est-ce que tu peux répondre? Parce que tu connais pas cette personne-là. La personne, elle te connaît, elle a l'impression qu'elle te connaît. Fait qu'elle peut te parler, mais toi, il y a pas de... Tu peux dire, merci, qu'est-ce que tu fais dans la vie, ou tu viens d'où? Tu sais, tu peux poser des questions, mais c'est moins naturel parce que c'est pas personne n'est à égalité là-dedans. Il y a une personne qui te met sur un piédestal, qui veut te parler, puis toi, t'essaies de la descendre pour en fait, t'essaies de te descendre toi-même de ton piédestal pour arriver à un contact humain, mais c'est comme pas naturel. En tout cas, c'est quand même difficile maîtriser cet art-là. Il y en a qui sont très bons là-dedans, par exemple. Oui, il y en a qui sont bons. Ça fait toujours une très mauvaise promotion de toi parce que ils te complimentent et toi t'es là, oui, ça va, c'était pas incroyable non plus. Mais c'est bizarre aussi de prendre des compliments, de dire oui, merci, je suis extraordinaire, merci beaucoup, voulez-vous des autographes, des photos, tu sais, il y a quelque chose de très étrange là-dedans. Mais moi je me dis il y a déjà des gens qui ont pris des selfies après un spectacle, ils doivent avoir des gens qui commentent la photo en se disant c'est qui la personne mal à l'aise à côté de toi. Tu l'as dit tout à l'heure, mais celui qui t'a donné envie de monter sur scène, je pense que du coup c'est Eddie Murphy. Ouais, c'est Eddie Murphy, son premier spectacle, un de ses 2 spectacles, là, il y en a pas beaucoup. Mais encore une fois, c'est cette espèce de liberté-là que je trouvais, tu sais, qui était une liberté de divertissement, là, quand on parle de Eddie Murphy, mais pour moi, il y avait quelque chose que j'avais jamais vu, qui était libérateur, là, après ça, je suis tombé dans les Def Comedy Jam, puis l'humour black, un peu, c'est comme, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire, parce qu'il y en a là-dedans qui se permettent des affaires on se permet pas en général. Je sais pas si t'as déjà écouté ça, Def Comedy Jam, mais tu sais, comme il y avait des trucs là-dedans quand même, qui était très champ gauche, qui était très innovateur. Fallait oser les faire, quoi. Est-ce qu'il y a un humoriste qui t'a surpris dernièrement? Surpris dans le sens que je l'aimais pas puis que tout d'un coup je fais comme c'est bien quand même, non? Ouais, ça peut être surpris comme ça ou juste quelqu'un que tu te dis je connaissais pas tant que ça et c'est une découverte, tu te dis waouh, c'est impressionnant. Moi la plus grosse découverte que j'ai fait récemment, j'en reviens toujours pas, c'est Rami Youssef, il y a un spectacle, un HBO special passé, je pense, c'est cette année, je pense, 2020. Mais j'ai vu passer, mais j'ai pas encore vu. Excellent. Il y a vraiment un style à lui. Il est très sympathique, très slow, prend son temps, sa manière de développer ses prémices, c'est très particulier. Puis ça, c'est un humoriste musulman, pratiquant. Croyant, puis là, il en parle d'une manière où il parle du malaise que ça crée maintenant, là, tu sais, être croyant, puis en parler, c'est ça maintenant, le sujet tabou, là, c'est pas dire croire en la religion, c'est stupide, là, c'est arriver sur scène et dire « moi, je crois ».
en Dieu. Ça met un malaise de nos jours. Puis il y a une série aussi, ça s'appelle Rami. Ça, je vous le conseille. Ça a gagné un Emmy cette année au Emmy Awards, meilleure série humoristique. C'est vraiment bien écrit. Puis t'en apprends beaucoup. Là, c'est sur la réalité d'un musulman de New Jersey. C'est bien écrit, c'est sensible, c'est vraiment brillant. Pour vrai, c'est une grosse découverte pour moi, ce gars-là, Rami Youssef. C'est un bon ami de Gerard Carmichael. Le style ressemble un petit peu, je te dirais. Tu vois qu'ils sont amis, ça paraît, mais c'est deux que j'apprécie énormément. Mais je vais aller voir ça parce que j'ai vu passer, je crois que j'ai vu l'affiche et je me suis dit, il faut que je le voie un jour, mais j'ai pas encore regardé. Donc peut-être dans les 5 dernières années, mon humoriste coup de cœur, c'est vraiment une révélation pour moi. Spectacle que tu recommanderais le plus? Spectacle que je recommanderais le plus, ça serait probablement un spectacle de Daniel Kitson. Je sais pas lequel, faudrait que j'y pense. Ben écoute, je les aime trop, je les aime toutes. Je sais pas. Allez sur la page de Daniel Kitson sur Bandcamp, là, tu peux écouter ses spectacles, je pense ses contributions volontaires. Prends-en un au hasard, n'importe quel. Puis ça va être du génie. Là. C'est vraiment pour moi un des plus grands talents humoristiques. C'est le meilleur humoriste actif pour moi en ce moment. Puis il est comme pratiquement trop génial. Là. Tu l'écoutes, puis il parle très, très vite. Il bégaye, tu sais, comme sa pensée va tellement vite que des fois, ça va trop vite pour lui. Puis tu sens que ça sort naturellement, puis qu'il n'y a pas écrit tout ça, mais qu'il a pensé longtemps, puis il n'est pas orienté sur la blague, mais il y en a beaucoup au final parce qu'il est tellement charismatique, puis il est tellement bon. Moi, Daniel Kitson, c'est vraiment puis il fait aussi des shows plus théâtraux, il fait du théâtre aussi, des fois des espèces de one-man show. Il est vraiment diversifié, il fait toutes sortes d'affaires. Quand on parle de quelqu'un qui se dit la scène, je peux faire tout ce que je veux, lui a compris ça. Tu sais, des fois, c'est un show de théâtre carrément, d'autres fois, c'est du stand-up plus, mais tu fais pas vraiment la distinction, tu t'en fous un peu, tu fais juste l'écouter parce c'est toujours axé un peu dans une espèce de nostalgie de l'enfance, une espèce de sensibilité. Puis il y a un personnage un peu où il se vante puis il dit qu'il est un des meilleurs de tous les temps, mais pas vraiment parce qu'il rigole de ça, tu sais. C'est vraiment particulier, mais je le conseille à tout le monde. En fait, pour moi, Daniel Kitson, c'est quand tu es arrivé au bout de la chaîne humoristique. Là. Quand tu as tout écouté, puis tu comprends tous les codes de l'humour, ben lui, il est comme à la fin où tu peux vraiment apprécier ça quand tu as à peu près tout vu. Puis tu peux apprécier en fait à quel point ce gars-là, il a du talent pour faire ce qu'il fait. Parce qu'il brise tous les codes, mais en même temps, il respecte. C'est vraiment étrange. En tout cas, allez voir ça. Bah, Virginie l'avait conseillé aussi. Je m'étais dit que j'allais les voir. Et je n'ai pas encore été voir... Mais c'est une écoute difficile quand même, je dirais, parce que bon, l'accent, c'est audio aussi, donc tu le vois pas, ça aide pas à mieux comprendre, donc ça prend une écoute très, très attentive, mais ça vaut la peine. Okay. J'irai écouter ça attentivement. À la toute fin, je te demande ici, c'est de choisir entre deux humoristes. Donc j'ai choisi soit des humoristes que je sais que tu apprécies, ou je sais que tu n'apprécies pas. Comme ça, tu dois choisir entre les deux. Entre Martin Matt et Gad Elmaleh. C'est une bonne question quand même. C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je déteste Martin Matt en tant qu'humoriste, mais c'est pas vrai. J'ai juste critiqué son choix de publicité. Puis, oui. Ouais, c'est ce que je critiquais, mais moi, je suis un humoriste que je trouve bon. Tu sais, bon, son matériel plus récent, peut-être moins, mais j'ai vraiment été influencé par lui au début. Je trouve que son premier spectacle, c'est probablement un des meilleurs spectacles qui a été fait au Québec, tu sais. Je le pense, sincèrement. Ouais. Son numéro avec son frère est un de mes numéros préférés. Ouais, non, c'est ça. Il y a vraiment des trucs brillants dans ce qu'il fait. Fait que je dirais Martin Matt parce que il me semble qu'il a volé des trucs à Gad Elmaleh à Martin Matt, donc je dirais pas Gad. Parce que si je dis Gad, dans le fond, je dis les deux, à quelque part. Je vais dire Martin. Ouais. Entre Mike Ward et Jean-François Mercier. Ah, c'est chiant ça. OK, bon, mon Dieu. Je vais dire Mike parce que c'est tellement un gars généreux qui a aidé beaucoup d'humoristes dans sa carrière. Je dis pas que Jean-François n'a pas aidé parce qu'il en a beaucoup aidé avec son émission aussi. Mais tu sais, on a le même gérant, moi puis Mike. Ouais. Donc, je l'ai plus côtoyé. Il m'a beaucoup aidé dans ma carrière. Puis c'est quelqu'un pour moi, c'est un pionnier au Québec. Il a vraiment défriché le terrain pour tous ceux après dans la manière de faire, dans repousser les limites, dans
d'en faire du vrai stand-up, là, un peu plus. Il y en avait moins dans son temps, lui, donc beaucoup de respect pour lui à ce niveau-là. Mais celui qui te fait le plus rire des deux, ça reste lui? Écoute, le premier spectacle de Jean-François, j'avais fait la première partie, puis il y avait vraiment des trucs brillants là-dedans qui m'ont fait beaucoup, beaucoup rire. Fait que les deux me font rire, là. C'est dur d'évaluer qui me fait le plus rire parce que je suis pas un gars qui rit énormément quand j'écoute des spectacles. Je suis plus comme, intéressant ça. Ah, ça, okay. C'est bien fait, bien joué, bien tourné, je sais pas comment. C'est pas mon genre. Donc, c'est dur à évaluer pour moi. Les deux sont très drôles. Entre Virginie Fortin et Adib Al-Khalidé. Ah, je savais que t'arrives avec des trucs de même, là. Écoute, je le fais à chaque fois. Trop difficile, ça. Mais c'est parce que c'est totalement différent. C'est quoi, je vais lancer des fleurs aux deux. Tu m'ouvres la porte, fait que je vais le faire. Pour moi, Adib, c'est le plus grand talent humoristique qu'on a au Québec. Sincèrement, c'est comme de talent naturel pur, là. Son énergie est contagieuse. J'ai rarement vu Adib sur scène que les gens sont pas attirés par son magnétisme. Puis il y a ce magnétisme-là, mais il pourrait s'en servir pour son ego, mais finalement, il s'en sert pour servir ses sujets, sa manière de voir les choses, changer un peu les choses, changer les mentalités. Puis c'est vraiment pas évident. Là. On est au Québec, ça existe l'islamophobie, puis lui arrive avec quasiment un X sur le front, tu sais. Mais il s'en sort toujours bien parce qu'il est bon. Il est extrêmement bon. Puis Virginie, pour moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir reconnaître, peut-être dans le futur, on va le faire, là, mais c'est vraiment une pionnière en humour pour les femmes. Puis je veux pas dire comme elle est bonne pour une femme, c'est vraiment pas ça. Là. Elle est dans mon top 3, là, hommes-femmes confondus. Mais ce que je veux dire, c'est que elle a vraiment défriché un terrain, une voie, un chemin en humour pour les femmes d'être vraiment entières, authentiques, d'aller dans des sujets qui sont difficiles, de fronter un public, d'amener un public dans des zones qui n'ont pas nécessairement envie d'aller, d'explorer beaucoup. Moi, c'est vraiment une de ces... Tu sais, on fait souvent des spectacles ensemble. Il y a des humoristes que moi, je n'irai pas écouter ce qu'ils font. Virginie, je vais toujours voir. Je vais toujours voir son nouveau matériel, je vais voir ce qu'elle fait, je vais voir la manière qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle développe, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Et que c'est vraiment quelqu'un d'inspirant pour moi. Et que je peux pas choisir, là. Qu'est-ce que tu fais là? Je peux pas choisir mes deux collègues. C'est impossible. C'est fait exprès pour que tu sois un petit peu mal à l'aise à la fin. Je ne m'attendais pas à ce que tu dises un des deux en particulier. Je le fais à chaque fois juste pour voir un petit peu comment tu te dépatouilles à retrouver du positif dans les deux. J'ai posé la question à Virginie et à Adib entre toi et Mike Ward. Et ils ont tous les deux dit toi quand même. Yeah. Et ça, je me suis dit, waouh. Ouais, c'est des amis, hein. C'est des amis, Zach. Écoute, je peux pas dire Mike. Maintenant, ils ont peur que Mike soit vexé, mais je pense que Mike l'écoutera pas. Non, Mike est pas vraiment vexable à ce niveau-là, d'après moi, non. Parce que si je pouvais ne pas vexer Mike Ward, ça m'arrange. Je pense qu'il est très dur à vexer, mais ça se peut en même temps. Il faudrait que tu ailles loin. Ça se peut. Il y a PE, un humoriste belge, qui a dit dans le podcast que j'avais fait avec lui, il a dit qu'il l'avait appelé le patron une fois qu'ils étaient tous les deux sous, et il a dit qu'il avait été vexé par ça. Mais je crois qu'il était juste sous, en fait. Ouais, ben Mike sous, c'est une autre affaire quand même. Ben moi, j'ai le même technicien que Mike Ward, donc on partage le même technicien de son, puis on se raconte des anecdotes souvent, puis lui, il dit qu'il y a Mike Ward qui boit un peu, on l'appelle Funny Mike, puis quand il a beaucoup trop bu, c'est Evil Mike, là, fait que il a peut-être pogné Evil Mike. Choix suivant, ne mets pas de soucis avec tes amis, je pense, entre Louis C.K. et Bill Burr. Ah, mais c'est quand même une bonne question. C'est quand même une bonne question parce que... Je sais, merci. J'ai beaucoup de respect pour ce que Louis C.K. a fait, mais pas dans le privé. Là, on parle de sur scène. J'aime bien parce que maintenant, à chaque fois, on est obligé de le préciser. Mais je te dirais que, tu sais, j'ai écouté son dernier spectacle là, qui vendait sur son site, Louis C.K. Il y a quelque chose de particulier quand même maintenant qu'on sait ces anecdotes-là sur lui, puis tout ça, puis la manière qu'il se défendait de ça, moi, j'étais pas vraiment convaincu ni satisfait. Donc, tu sais, c'est une relation de confiance. Là. Je pense que tu bâtis avec un humoriste, tu lui fais confiance, tu dis, tu peux y aller, tu sais, même tu peux aller loin. Moi, je te fais confiance, je pense que tu es une bonne personne. Tu sais, souvent, c'est ça, notre gut feeling. Tu es une bonne personne. Fait que tu peux en dire des trucs
wrong, tu sais, ça me dérange pas. Là, moins l'impression que c'est une bonne personne, fait qu'on dirait que j'ai moins envie d'y en donner. Fait que j'ai pas adoré son dernier. J'ai pas trouvé ça mauvais. Je suis sûr qu'il y a des bons trucs quand même, mais on sait ça. On dirait que le lien de confiance était brisé. Puis Bill Burr, ça fait quelques spectacles que j'ai quand même décroché, je te dirais. Je trouve que c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent. Toujours une certaine misogynie comme assumée un peu en clin d'œil, mais à un moment donné, quand c'est toujours ça, ça devient un petit peu désagréable. Je le trouve toujours efficace. C'est un gars qui a beaucoup de talent, mais je trouve que c'est beaucoup, beaucoup les mêmes sujets qui reviennent. Mais quand il est dans son dernier spectacle, à la fin du spectacle, il est plus honnête, il est plus introspectif par rapport à lui. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je trouve qu'il manque de ça chez Bill Burr. Il est toujours dans une espèce de confrontation, mais qui l'exclut. Mais quand il s'inclut, quand il réalise que lui aussi a des démons, puis il y a de la colère en lui, puis qu'il en parle, ça, je trouve ça intéressant. Tu sais, pour moi, il devrait y avoir plus de ça chez lui. Donc, si j'avais choisi, je pense, c'est quoi? Je vais te dire de quoi de controversé. Je vais te dire Louis C.K. Je pense qu'il m'a moins perdu que Bill Burr, malgré toutes les controverses. Ben moi je dirais Louis C.K. aussi, donc Bon, on est deux. On s'est mouillé les deux. Mais Bill Burr, je suis comme toi. À un moment donné, je me dis change. Ah ouais, mais c'est juste qu'à un moment donné, les mêmes sujets, ça peut devenir ennuyeux. C'est prévisible, donc c'est moins intéressant, là. Il y a des fois, comme tu disais, que des sujets un petit peu trop sexistes et à un moment donné, je ris et je me dis pourquoi je suis pas content de rire à ça. Ouais, tu ris de l'efficacité de la blague, mais finalement quand tu penses au propos de la blague, t'es comme bon, pourquoi j'ai été embarqué là-dedans? Ouais, c'est ça. Bon, après, je pense que je vais avoir ça en réécoutant les spectacles de Louis C.K. aussi. Peut-être que je vais les mettre en perspective maintenant. Je te confirme que oui. Choix suivant entre Patton Oswalt et Sarah Silverman. Je dirais Sarah Silverman. Parce que Patton Oswalt, c'est quelqu'un qui est bon. Il est beaucoup respecté dans le milieu alternative comedy. Puis c'est quelqu'un que j'ai toujours respecté aussi, que j'écoute tout ce qu'il a fait, puis je trouve qu'il y a des trucs intéressants, mais j'ai jamais trop compris le méga buzz autour de Patton Oswalt. Tu sais, je trouve que dans son spectacle où il parle de sa femme qui est décédée, puis là, il annonce ça à son enfant. Ça, je trouve que c'est une des affaires les plus incroyables de vérité puis d'intensité. Bon, c'est pas l'affaire la plus drôle, on s'entend, là, mais ça, je trouve que ça prend beaucoup, beaucoup de talent faire ça sur scène, puis d'assumer ça, puis d'aller dans ces zones-là. Et que je le respecte beaucoup pour ça. Mais en général, je te dirais sur son joke writing, on dirait que ça m'a jamais vraiment touché, tandis que Sarah Silverman, au début, j'aimais vraiment pas beaucoup ce qu'elle faisait, mais plus ça va, les derniers spectacles qu'elle a fait, j'ai trouvé qu'elle avait des trucs bien tourné, brillant. J'aime son écriture. Je trouve qu'il y a une certaine finesse là-dedans. Elle est capable de repousser des limites, de toucher sur des tabous, mais en restant dans la blague. Donc, elle nous garde avec elle tout le temps. Je trouve qu'elle est très habile. Encore une fois, je te suis sur le choix parce que Patton Oswalt, je trouve qu'il est super chouette à écouter, mais je ris pas beaucoup. Que Sarah Silverman, je suis mort de rire à certains moments, quoi. Ouais. C'est plus axé sur la blague, elle. Mais ouais, j'ai jamais trop compris pourquoi Patton Oswalt était aussi populaire, mais en même temps, je suis content parce que je trouve que c'est un beau talent, puis tant mieux si ça touche des gens. Mais ouais, Sarah Silverman, je trouve qu'elle devrait même être plus respectée que ça. Ouais, entre Dave Chappelle et Eddie Murphy. Ah, ben ça, je trouve que c'est quand même assez facile parce que Dave Chappelle, maintenant, tu sais, bon, il a tellement sorti de matériel dans les dernières années, il a tellement sorti de classiques que c'est difficile pour un Eddie Murphy qui a sorti 2 spectacles dans les années 80, quand c'était carrément une autre époque. Lui aussi, c'était très misogyne. Tu sais, il y avait des trucs ils se disent plus aujourd'hui puis qui lui-même dirait probablement plus. J'ai hâte de voir s'il va revenir d'ailleurs. Là, tu sais, il y a beaucoup de rumeurs. Ça a l'air que peut-être qu'il est en négociation, là, ou je sais pas si c'est signé ce contrat-là avec Netflix. Là. On a de savoir. Ouais. Mais Dave Chappelle, c'est un génie, là. C'est un génie de notre époque. Tu sais, moi, je veux dire, il y a des fois, souvent, il y a des trucs avec lesquels je suis pas d'accord non plus, là. Tu sais, je trouve que lui aussi, bon, il y a un peu de sexisme dans ses affaires, puis des fois, je trouve pas ça nécessaire, puis je trouve pas que c'est à la hauteur de son talent, mais en même temps, pour tout ce qui est sujet plus racial et tout ça, lui, c'est le meilleur. Tu sais, c'est lui qui a la meilleure perspective, qui est capable de simplifier des sujets complexes, puis de faire rire les gens avec ça, avec un naturel désarmant. Là. C'est vraiment la personne la plus à l'aise sur scène que tu verras jamais. Là. Moi, je l'ai vu
live quelques fois. Puis à chaque fois, c'est spécial. T'as vraiment l'impression d'écouter quelqu'un qui jase dans son salon, là. Mais j'ai essayé que le choix soit compliqué avec l'affect, puisque c'était Eddie Murphy, c'était celui qui t'a fait aimer l'humour au départ, donc je pensais que ça allait être plus difficile. Mais du coup, je te change la question entre Dave Chappelle et Louis C.K. Ça serait... Plus dur déjà, je suis content. Ouais, c'est plus dur. Je pense que je garderais Dave Chappelle, mais en même temps, peut-être que je suis un peu ingrat avec ce que Louis C.K. a représenté pour le stand-up, parce que j'ai l'impression qu'il a fait beaucoup avancer le stand-up. Juste dans son éthique de travail, là, il sortait un nouveau special à chaque année, puis après ça, tout le monde s'est mis à faire ça, tout le monde a suivi sa voie, puis là, ça fait en sorte que les humoristes sortent plus de matériel, ils deviennent meilleurs. Fait qu'on y doit beaucoup, je pense. Mais je pense que justement, Dave Chappelle a rattrapé ce flambeau-là quand Louis C.K. a quitté. Donc, c'est un peu lui, là, le nouveau roi là, du stand-up américain. Après, j'avais entre Stuart Lee et Ricky Gervais. Ah, Stuart Lee. J'aime bien Ricky Gervais quand même. Il a fait des bons trucs. Je pense que j'aime mieux son écriture de fiction, je dirais, mais c'est quelqu'un qui, sur scène, au début, il était pas très bon. Hein, c'était plus des conférences, je trouvais. Moi, j'ai vu tout ce qu'il a fait. Puis là, maintenant, comme il y a une certaine aisance, puis il a vraiment bien cerné son personnage de scène, puis il est efficace. Mais non, Stuart Lee, définitivement. Là. Je ne sais pas si tu as vu avec Ricky Gervais, sur Netflix, il y a la série Afterlife. Oui. J'ai vu la première saison, j'ai pas vu la deuxième encore. Ah, il faut la regarder, elle est top. Moi, j'ai adoré ça. Oui, il écrit très bien. Ouais, c'est super beau. Et enfin, comédie tragique comme ça, tu passes des rires aux larmes. Moi, j'ai adoré. Il était écœurant là-dedans. Moi, je pense que toutes ces séries, j'ai aimé ça. Derek, j'ai trouvé ça brillant. The Office, pour moi, c'est comme... C'est dur à surpasser. Ça joue sur une ligne où on sait... Bon, les gens, ils savaient même pas à l'époque si c'était vraiment un documentaire ou si c'était une fiction, tellement que c'était bien joué, c'était bien fait, c'était malaisant, c'était bizarre. Non, c'est du génie, là. Entre Jimmy Carr et Katherine Ryan. Je dirais Jimmy Carr. J'aime bien ça. J'aime bien sa manière de faire des liners aussi poussés. Je l'ai vu souvent à Montréal aussi. Vraiment sympa, ce gars-là. D'ailleurs, c'est un de ceux à Just for Laughs que quand tu vas voir des spectacles, tu le vois partout, là. Il va voir les spectacles de tous ses collègues. Il est là toujours dans la foule, avec toujours en veston-cravate, même s'il joue pas. Puis très sympa, puis très efficace. Redoutable, en fait. Il y a ce qu'on appelle à Just for Laughs le Nasty Show. C'est un show où tout le monde va le plus loin possible, en gros. Puis Jimmy Carr, c'est à chaque fois qu'il est sur le spectacle, c'est lui qui vole la vedette. Donc, très efficace. Je l'ai vu en spectacle, il est venu à Bruxelles, c'était mon cadeau d'anniversaire d'ailleurs. J'ai adoré ce truc, mais enfin, il est tellement fort, tellement d'aisance sur scène, c'est impressionnant. Il fait son spectacle et il y a quelqu'un qui dit quelque chose dans le public, il revient dessus, il en parle pas pendant 20 minutes, mais il va refaire une blague 20 minutes plus tard et avec une aisance, c'est impressionnant. Ouais, il inclut beaucoup le public, il est efficace. Et c'est le dernier choix, entre George Carlin et Robin Williams. Pour moi, c'est George Carlin parce que c'est la personne la plus importante pour moi dans ma carrière, mais je sais pas si t'as écouté le documentaire sur Robin Williams que HBO a sorti, je me rappelle plus comment ça s'appelle, A State of Mind, genre. C'est vraiment intéressant, t'apprends c'est qui Robin Williams et toute une bébite, là. C'est vraiment un être particulier, c'est quelqu'un qui transpire la comédie, là, tu sais, dans tous les moments de sa vie. Tellement que ça gâche sa vie au final. Tu sais, il n'est pas capable d'avoir des vraies relations, il n'est pas capable de développer quoi que ce soit sur le long terme. Il est toujours en train d'être en performance puis de vouloir faire rire les gens autour. Il n'est pas capable d'être sérieux, tu sais. Mais j'ai trouvé ça fascinant comme documentaire de voir que finalement, son talent est à sa perte dans ses relations, dans sa parentalité, dans sa vie au final, là, tu sais. Il s'est suicidé et tout ça. Je pense qu'il y a des problèmes de démence, là, mais c'est vraiment une histoire tragique. C'est quelqu'un qui avait trop de talent pour une seule personne. Tu m'as convaincu encore une fois d'aller voir ça. C'est marrant pour
quelqu'un qui aime pas se vendre, je trouve que tu vends super bien les autres. Ouais, mais c'est pas moi. J'ai aucun problème à vendre les autres. Aucun. Tu sais, être gérant, finalement, être agent. Bah peut-être. Tu vas dire ça à Michel que tu lui prends sa place. Et j'ai une toute dernière question pour toi que je pose à chaque fois parce que je l'ai piqué à Dan Gagnon, qui a un podcast qui s'appelait Dan Gagnon gratuitement, dans lequel il demande à son invité à la fin qui est-ce que tu aimerais bien entendre dans le même exercice que toi. Donc à la fin, Qu'est-ce que j'aimerais entendre? un humoriste que tu te dis ça serait chouette qu'il fasse le podcast et que je lui pose plus ou moins les mêmes questions que je t'ai posées, quoi. Au Québec, j'imagine, parce que là, je pourrais Au Québec, en France. dire Dave Chappelle, ça serait bien. Ça serait bien pour toi si t'es capable. Je lui ai envoyé un message, mais pour le moment, il répond pas trop. Pas de retour, hein? Il n'y a pas le petit vu en bas, non? Ouais. Non, pas encore. Au Québec, qui est-ce que tu devrais inviter? Est-ce que tu connais Catherine Etier? Non, je connais pas, mais je veux bien découvrir. Écoute, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, qui a commencé à faire des chroniques à la radio, faisait des capsules humoristiques à Radio-Canada, la radio d'État ici, puis ça fonctionnait bien gros. Puis le Dr Mobula Aquafest, on trouvait qu'elle avait vraiment un talent qui pouvait se transposer sur scène, donc on a décidé de l'inviter. À faire des spectacles, puis ça s'est très, très bien passé. Puis je pense vraiment que sa carrière sur scène va décoller très prochainement. Puis elle est vraiment brillante, puis elle est très, très drôle. En podcast, à chaque fois que je l'ai vue, je l'ai trouvée excellente. Elle a beaucoup de... Tu iras très écouter ce qu'elle fait, beaucoup de vocabulaire, puis un univers vraiment particulier, unique à elle, que j'apprécie énormément. Ok, j'irai écouter. Moi, j'adore découvrir de nouveaux humoristes. Bon, après, les pauvres, je les stalk et je regarde tout ce qu'ils font. Et après, je leur demande de faire des podcasts avec moi, mais c'est pas trop grave, ça va. Mais ok, merci pour la recommandation en tout cas. Plaisir. Et merci beaucoup d'avoir fait le podcast. Ça m'a fait énormément plaisir de parler avec toi. Merci. Je t'en prie. J'étais tellement content de voir que tu disais oui et directement, c'est cool. Écoute, il y a une espèce de communauté de podcasteurs où je sais c'est quoi aller demander à quelqu'un veux-tu faire mon podcast et tout ça. Fait que j'essaie de dire oui quand ça fonctionne dans mon horaire, donc ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez le suivant. Il sera mieux. Bisous.